mais le critère définitif, c'est est-ce que le plat que la mise à préparer est doux. Je fais le terrain. Genre, je connais le terrain, je sais comment les gens réfléchissent. Personne en Afrique ici ne va te donner de l'argent. Si tu n'as pas déjà de l'argent, si tu n'as pas déjà de l'argent, une activité qui marche et aussi quelqu'un qui te connaît. Qui te connaît, oui. C'est là que je dis, il faut être peut-être lent un peu à réfléchir, mais pas être lent à exécuter. Ah ouais, il faut être dans l'exécution violente. Dans l'exécution violente. Il faut être dans l'exécution violente. L'exécution violente avec toutes les erreurs possibles. Ouais. La pauvre fille, elle fait 900 € de salaire, on lui prélève 90 € pour les causes en Afrique. Je lui ai dit, c'est quelle cause? Elle me dit non, pour aider les démunis et tout. J'ai dit ah bon, ok. Mais il y a des gens, ils veulent d'abord connaître toutes les formes. Tout. Avant de se lancer. Ouais, ceux-là, c'est les pires, ils vont jamais se lancer. Quoi. Elle dit, tu gagnes 10 000 € par mois, fais les 0 de 10 000 € par mois. Donc, tu gagnes 100 millions, mais tu vas faire les erreurs de 100 millions et les erreurs de 100 millions te ruinent. Non. Moi, j'ai même connu des étudiants qui ont fait 500 000 € mais comme ça, hein, vraiment, ils ont lancé un produit, ils n'avaient aucune compétence, ils ont fait 600 000 € mais ils ont été incapables de le reproduire. Et ils sont retournés dans leur vie de salarié. Comme je suis déjà très expert dans mobiliser des fonds, je suis encore allé voir des gens, j'ai ramassé 25 millions et au bout de 6 mois, on n'a rien fait quoi. Et là, tu commences à te rendre compte que il y a vraiment des gars qui se font de l'argent à ne rien faire. À ne rien faire. Tap, il dit ah ok, il prend une commande au Nigeria, 4-10 conteneurs et là-dessus, il vient de faire 15K. Et on est assis, il est tout le temps en train de regarder la télé, ce gars-là. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des business en ligne, des business que nous avons réalisés personnellement. Tu sais, beaucoup de gens te découvrent ma chaîne YouTube et pensent que bon, on est sur YouTube depuis un mois, depuis 6 mois, depuis un an, parce que les gens ne font pas l'effort forcément d'aller regarder jusqu'en bas pour aller voir un peu quelles sont les choses que nous avons réalisées. En tout cas, moi personnellement, ma chaîne YouTube date de 2016. De 2016 que j'ai créé la chaîne YouTube. Et j'ai enlevé pas mal de vidéos parce que c'était des vidéos qui étaient sur notre niche au départ. Je parlais d'affiliation, de marketing, ClickFunnels, etc. Tu n'as pas commencé dans l'e-commerce? Pas du tout, je n'ai pas commencé dans l'e-commerce. J'ai testé pas mal de business différents avant de me lancer dans l'e-commerce. Et après ça, commencer à refaire des vidéos sur YouTube. Tu vois. Donc je pense que dans cette vidéo, on va parler vraiment des business en ligne, des business qu'on a fait aussi, quelles sont les activités qu'on a réalisées. Parce que souvent, lorsque les gens regardent quelqu'un qui a du succès, je pense que souvent on occulte un peu le fait que parfois c'est quelque chose qui vient d'une persévérance en fait. Tu vois, on découvre des... Tu me parlais même de ça, que les Axel Merrill, c'est des gens qui ont 10 ans. Oui, non. Tu vois, aujourd'hui, ils ont 3 millions, 4 millions d'abonnés. Et tu vas penser que c'est de la chance, en fait. Tu vois, eux, ils sont chanceux, ils ont 4 millions d'abonnés, tu vois. Alors que c'est depuis 10 ans. Et pareil, pour moi, ça fait maintenant plus de 6 ans. Voire même, si je prends 2016, on est déjà sur pas de 7 ans, dans le monde du business en ligne, à tester des trucs et tout. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, dans ce podcast. Ok, super. Bah, c'est ça, c'est ça. Donc, quand on démarre comme ça, les gens ont tendance à croire que oui, je viens de faire juste 3 mois, je n'ai pas de résultat, donc j'abandonne. Mais sincèrement, pour moi, quand tu te lances dans le business, il y a le mot abandon, tu dois le laisser de côté. Tu peux changer de ce que tu fais, mais tu n'abandonnes pas. Aujourd'hui, les gens me connaissent grâce aux négociations. Il y a un artiste ghanéen qui s'appelle Sarkodie. Il a fait 20 ans dans l'underground. Bah ouais. 20 ans dans l'underground. Oui. L'underground, c'est... Oui, bon, tu n'es pas encore connu. Tu es là, c'est vraiment une petite fanbase qui connaît et tout. Une trentaine de personnes qui te connaissent. Mais aujourd'hui, Sarkodie, c'est la dimension des P-Square, tu vois. Donc, c'est juste de dire que il y a des choses qu'on a fait. Moi, je me rappelle, moi, j'ai commencé ces trucs-là un peu tôt. Tu vois, un week-end, moi, je m'ennuyais, tu vois. Et à Lomé, ici, je m'ennuyais. Et qu'est-ce que je suis allé faire? Comme à l'époque, on jouait tout le temps au foot dans le quartier, moi, j'étais resté comme ça, je regardais les gens. Et comme en foot, je n'étais pas trop bon, je me disais, bon, qu'est-ce que je peux faire comme ça pour rassembler un peu les gens? Donc, mais j'étais vraiment bon à parler avec les gens, à discuter, avec tout le monde, j'avais toujours une histoire, tu vois. Et un soir, on a vu il faisait des tournois de football. Quand je suis rentré, en fait, quand tu sors de chez moi en même temps, il y a un terrain devant la maison. Donc, les gens venaient faire des compétitions. Et c'est comme ça que j'ai commencé
à organiser des compétitions de football. Alors j'avais 12 ans. Et ce qui est bizarre dans cette affaire-là, c'est que grâce à ces compétitions-là, au moins je finissais le week-end avec 50K, quoi. C'est genre 80 € tranquille. Alors qu'il y a des gars qui venaient à l'école à l'époque. J'étais en classe de 3e, tu vois. Il y a des gars qui venaient à l'école, leurs parents étaient en Europe, on leur envoyait 20K par mois, tu vois. Et moi, j'avais 50K. Et comment est-ce que je faisais ça? Simplement, je suis allé, j'ai vu mes amis, j'ai dit, bon, souvent il y a ce qu'on appelle l'équipe fédérale, c'est-à-dire, c'est comme le Qatar organise le football, le mondial de football. L'équipe du Qatar, c'est l'équipe fédérale, c'est l'équipe de la maison. De la maison, oui. Et c'est comme la France, on joue chez la France c'est l'équipe de la maison, même si les gens viennent, ils prennent la coupe pour partir. Donc, moi je suis allé, j'ai vu mon pote, j'ai dit, mais pourquoi on ne forme pas une équipe fédérale ici? Et à l'époque, on allait, il y a un marché qu'on appelle Hijranahoui. Et moi, mon pote là, lui, c'est le capitaine de l'équipe, quoi. Donc, il a déjà réuni l'équipe et tout. Ils sont allés au marché, ils achetaient des uniformes et tout. Des uniformes blancs. Et ils écrivaient même à la main dessus les numéros là. Ils écrivaient avec la craie et tout, ou bien la peinture, ils mettaient. Donc c'est comme ça qu'on a fait. Et je sortais, on avait un canapé comme ça chez mon papa. Et il y avait des gros bras dans le quartier. Donc des grands frères quoi. Donc j'ai organisé le premier truc. À la base, je ne l'ai pas fait pour l'argent. Je l'ai fait juste parce que bon, il fallait tuer le temps. J'ai organisé le truc. J'ai vu qu'il y avait énormément de gens, surtout la finale. Quand il y a finale comme ça, bon, c'était les enfants de 12 ans, 11 ans aussi, comment on dit, ma génération quoi, qui jouaient. Mais c'est la première fois même que j'ai eu l'opportunité d'aller en Allemagne. Mais je ne suis pas allé, on ne m'a pas refusé. Parce que je faisais les tournois là, on sortait les canapés. Tous les grands frères du quartier qui ne me parlent pas, ils ont commencé à dire, mais jeune homme, c'est très bien ça, c'est quelle initiative ça? Continue comme ça. Le gars il te voit, il te donne 10 000. Et c'est comme ça. Parce qu'il y avait tellement de l'engouement, ça se jouait samedi et dimanche, tu vois. Donc on sortait les canapés. Et moi j'étais tout petit comme ça, il restait au milieu. Il y avait les gros bras et tout. Et tu sais, toujours, il y a c'est un peu comme l'équipe d'organisation, tu vois. C'est comme ça que je me faisais de l'argent à l'époque, tu vois. Donc ça, c'était, on va dire, le tout premier business. Donc, je l'ai fait, je l'ai répété. Donc, c'est devenu un rituel. Chaque week-end, les gars, quand il n'y a pas de tournoi, même les papas du quartier, ils viennent, ils disent, mais petit, qu'est-ce que tu fais là? Il faut continuer ton truc. Tu vois, donc, c'est devenu un rituel jusqu'au moment où après, bon, on a quitté là-bas, on a déménagé pour aller dans la maison du vieux. Bon, après, moi, je suis passé... On ne le faisait pas vraiment pour le sérieux. Donc ça, pour moi, c'était le premier business. Parce qu'un business, c'est quoi? C'est quelque chose où tu organises des choses et avec 0 franc. Parce que chaque équipe qui venait mettait des frais de participation. Bon, c'était 2000 francs, mettait des frais de participation. Et dans ces frais-là, maintenant, le finaliste, par exemple, eux tous, ils ont cotisé 100 000 francs, 150 €. Le finaliste, maintenant, il prend 50 €. Ah ouais. Et là-dedans, il y avait un gars qui rentrait d'Allemagne. Il vivait dans le quartier. Il a loué à sa copine dans le quartier. Il est venu me voir. Il m'a donné un vélo. Ah ouais. Bon, il chargeait les conteneurs, quoi. Il m'a donné un vélo. Il m'a dit non, que lui m'aime bien, que de voir avec mon papa, que je peux aller en Allemagne, que avec les trucs que j'organise là, ici, là, que lui sait que si je vais en Allemagne, là, que je vais cartonner. Après, bon, il est venu voir le vieux a dit non, hein, que le petit a 12 ans, il n'a pas bougé. Donc ça, c'est le tout premier business que j'ai fait dans ma vie, ça, tu vois. Vraiment, c'est passionnant. Non, mais c'est vrai. Je pense que le parcours un peu... on sent vraiment avec toi que dès le départ, tu étais déjà dans l'entrepreneuriat en fait. En train de combiner les choses et tout dès le départ, tu vois. Et... moi, personnellement, j'ai connu le business en ligne, enfin, le monde du business même très très tard, de manière générale, tu vois. Je pense que toute ma scolarité, tu vois, moi j'étais dans les études, etc. Et c'est quand je viens en France, tu vois, que je découvre en fait l'univers du business. Et quand je découvre le monde du business, c'est directement business en ligne. Parce que toi-même, tu sais qu'en Afrique, quand on parle business, tu vois ta famille, tes oncles et tout, mais tu ne sais pas vraiment ce qu'ils font. Tu vois, c'est très occulté en Afrique. Tu vas voir, les gens, ils ont l'argent. Mais tu ne sais jamais dans quel business ils sont réellement. Ils font un peu de tout. Ils disent pas aussi. Ils disent pas aussi. Tu as remarqué que les businessmen africains, on dit homme d'affaires, mais on ne sait jamais quelle affaire il fait. Est-ce qu'il a un magasin? Bon, tu vas le voir dans un magasin, mais en même temps, tu ne comprends pas. Tu vois, donc c'était un peu occulté. Mais
Tu as toujours cette aspiration de te dire, je vais devenir une businessman. Mais ça, j'aimerais savoir, c'est quoi le business derrière. Tu vois, donc moi, personnellement, j'avais beaucoup plus cette vision académique des choses. Tu vois, genre, il faut aller à l'école, finir l'université. Et quand tu finis l'université, tu trouves un boulot, tu travailles, etc. Tu vois. Donc moi, j'étais vraiment dans cette vision-là. Et quand je suis venu en France, je suis venu en 2012, tu vois. Et à l'époque, je vais sur YouTube parce que bon, au pays, il n'y a pas la connexion Internet. Mais là, tu es en France, il y a Internet, il y a YouTube. Donc, je passais le peu de temps libre que j'avais à regarder des vidéos sur YouTube. Et à l'époque, il y avait qui? C'était les Norman, Cyprien, c'était des vidéos drôles. YouTube en 2012, c'était pas encore très très business. Hein. C'était beaucoup plus. C'était juste un truc d'amusement. Un truc d'amusement. Entre parenthèses, moi j'avais découvert YouTube à la même époque là. 2012 aussi. Mais tu étais déjà. Non, pas en 2012. J'avais découvert YouTube, j'étais en classe de 3, j'avais 12 ans. Ah ouais. Mais j'avais un pote, tu sais, tu as toujours ce pote dans ta classe qui est toujours qui a toujours tout de façon là. Et c'est lui qui m'a dit, quand tu vas sur YouTube, tu fais quoi? Bon, moi, j'ai rien compris. J'ai dit, mais je regarde des vidéos et tout. Et après, je suis allé voir les vidéos sur YouTube. Mais effectivement, il n'y avait que des vidéos drôles à l'époque. On ne pouvait même pas s'imaginer que YouTube était... Exactement, on ne pouvait même pas s'imaginer que YouTube allait devenir ce qui ça allait devenir aujourd'hui. C'est un peu comme TikTok. Hein. Au début, c'était tout des trucs drôles. En fait, j'ai remarqué que les plateformes commencent toujours par des trucs drôles avant d'évoluer sur le business. Parce que bon, le truc drôle, ça amuse tout le monde. Ça ramène, ça fédère tout le monde. Donc moi, je découvre YouTube en 2012. Et là, en même temps, vers 2013, je tombe sur une vidéo. Et ça, c'est souvent, je raconte cette histoire-là d'Antoine BM. Je pense que certaines personnes doivent le connaître, Antoine BM. Et il fait une vidéo sur les arnaques sur Snapchat, tu vois. Et Snapchat venait de sortir en France en 2012 aussi. En 2012, Snapchat venait de sortir en France. Donc, moi aussi, j'étais chez Snapchat. Et donc, il y avait un certain engouement. Donc, je me dis, ah oui, il y a des arnaques sur Snapchat, je vais aller voir la vidéo. Et la vidéo à l'époque cartonne, vraiment. Sa vidéo-là, Antoine BM n'avait pas beaucoup d'abonnés à l'époque, mais la vidéo cartonne et tout, ça fait des centaines de milliers de vues à cette époque. Je regarde la vidéo, je me dis, ah ouais, ok, c'est intéressant tout ça. Mais moi, je ne connaissais pas Antoine BM, tu vois. Et du coup, tu sais un peu comment marchent les algos. Et je découvre une deuxième vidéo d'Antoine BM quelques jours plus tard où il explique que c'était du growth hacking. Tu vois que la vidéo qu'il a fait et tout, c'était du growth hacking pour avoir des vues, des trucs comme ça. Il explique un truc comme ça. Je me dis, ah bon, c'est quoi? Et c'est là que je découvre pour la première fois le marketing. Mais le marketing en ligne, parce que bon, marketing, on sait ce que c'est un peu de façon académique, parce que bon, j'avais déjà fait 2 ans d'université, j'avais des cours de marketing, tu vois, mais c'est le marketing d'entreprise. Et là, je découvre le marketing en ligne. Et quand tu connais YouTube, tu commences à t'afficher les recommandations. Et c'est là que je vois les Olivier Roland, Cédric Anissé, toute l'équipe. Toute l'équipe, tu vois, la fine équipe, tu vois, je vois toute la fine équipe. Et c'est là que je découvre le monde du business en ligne. Je me dis, ah ouais, ce truc-là, c'est intéressant. Tu vois, c'est très intéressant. Et surtout, il faut le dire quand même, je pense qu'on fera notre podcast sur les vendeurs de rêves et tout. Il faut dire que ce qui attire, c'est la vie de ces gens-là. Tu vois, parce que moi, il faut dire que dans toute ma réflexion de comment je voyais le monde, c'est vraiment, tu finis, tu es salarié. Et même quand tu es businessman, c'est que tu as été salarié, tu crées ton business. Un peu comme les avocats, tu vois. Les avocats, c'est des professions libérales, mais c'est un peu du salariat quelque part, tu vois. Donc, c'est pas vraiment, quoi. Voilà, c'est pas vraiment du business comme ça. Hein. Donc, moi, je voyais, toi, soit tu devenais profession libérale et tu avais ta liberté parce que moi, je voyais dans ma famille, les gens les plus riches de ma famille, c'était des avocats, des notaires. Moi, je voyais ça comme ça, tu vois. Mais moi, j'étais en informatique. Donc, du coup, je me suis dit, si tu étais en informatique pour devenir riche, tu vois, tu travailles en entreprise et après, tu crées une start-up, j'avais cette vision-là, tu vois. Mais quand je découvre le business en ligne, je me dis, mais merde, j'ai envie de faire ce truc-là. Tu vois, moi, c'est ce qui me fascine tout de suite. J'ai envie de faire ce truc-là. Il faut que je le fasse. Et surtout, celui qui m'a le plus convaincu un peu, c'était Anthony Nevo, vie de dingue, tu vois. Parce que je voyais ce mec-là. En fait, j'arrivais à m'identifier d'une certaine manière parce que le gars il paraissait très simple en fait. Tu voyais même dans sa manière de communiquer, il faisait beaucoup d'erreurs. Il paraissait de quelqu'un où tu te disais, si lui le fait, je peux le faire aussi. C'était cette impression que j'avais d'Anthony Nevo. Il parle français avec des erreurs. Avec des erreurs. Et je me disais, qu'est-ce qui se passe ici, tu vois? Et je voyais ce gars, à l'époque, il était parti au Canada à apprendre l'anglais, il voyageait beaucoup. Il voyageait tout le temps. Tout le temps, Anthony Nevo. Moi aussi, j'ai découvert Anthony Nevo quand je suis allé en France. Et tu sais, moi, de toute façon, partout, je me dis comment je vais faire pour gagner plus d'argent. Et j'ai découvert que le gars faisait des vlogs, tout en fait, développement personnel. Et vraiment, pour moi, son histoire m'a aidé aussi. Exactement. Moi, c'est son histoire qui m'a aussi beaucoup fasciné. Et je me suis dit, ce truc-là, je peux le faire.
Tu vois. Et c'est comme ça, en fait, que je me lance dans le monde du business en ligne. Et je commence à regarder les vidéos, je commence à regarder les trucs. OK, comment je peux faire telle chose, comment je peux faire telle chose. Et là, j'ai un ami, enfin, une connaissance, j'ai envie de dire, qui est très connu aujourd'hui, Rodrigue Sodanso. Tu vois, j'ai un ami personnel à moi qui le connaissait et qui me dit que je connais un gars, il fait du marketing de réseau. Tu vois, et c'est là où on te parle de père riche, père pauvre, l'entreprise du 21e siècle. Donc, tu commences même à découvrir l'univers un peu du développement personnel, tu vois. Et c'est là que je vais à une conférence de ce gars-là, qui avait été fait par sa copine de l'époque, tu vois, et où on nous parle d'une entreprise de marketing de réseau qui s'appelle ACN, et il faut vendre des box free, comment on appelle l'autre opérateur là, je ne sais pas si c'est Orange là. Il y a Free, l'autre opérateur, Bouygues, SFR, voilà. Il faut vendre des box SFR, etc. Et derrière, ramener des personnes. C'était une entreprise de télécommunication, tu vois. Et c'est comme ça que je me lance dans le marketing de réseau. Pour la première fois, comme premier business. C'est le premier business que je sais en France et tout, c'est le marketing de réseau. Le MLM. Le MLM, tu vois. Et c'est là on te dit, il faut faire une liste de noms, il faut mettre tes amis. Et c'est là que tu découvres que, ce business-là, c'est chaud. C'est pas vrai pour toi. Parce que moi, j'avais ma personnalité très timide, qui n'aime pas sortir. Et là, tu te dis que là, il faut sortir. Et le marketing de réseau, à l'époque, ce n'est pas ce qui se fait aujourd'hui en ligne. À l'époque, c'était du présentiel. Il fallait se déplacer. Il fallait aller sur des conférences. Donc, c'était très, très présentiel, le marketing de réseau de l'époque, en 2013-2014. Tu vois. Et moi, je me disais, mais merde, avec mon programme qui était chargé, parce que j'étais à l'université, je travaillais à Monoprix, à Leclerc. Je travaillais dans 2 entreprises différentes. Samedi chez Monoprix, dimanche chez Leclerc. Tu vois, donc je faisais tout ça. En semaine, je donnais des coups de maths. Quel temps j'ai pour aller faire des listes de noms, contacter des gens, organiser des rencontres pour expliquer ce que fait l'entreprise et amener des affiliés dans le marketing de réseau, tu vois. C'était extrêmement compliqué. Mais eux aussi, la deuxième chose aussi qui me faisait un peu truc là, c'était... J'avais l'impression que ce qui importait, ce n'était pas le produit, c'était le recrutement. Puisque tu gagnais beaucoup plus d'argent à recruter de nouvelles personnes. En faisant venir des gens. Parce que les gens, c'est eux qui vont finalement vendre pour toi. Exactement. Mais ils gagnent de l'argent aussi en faisant venir des gens. C'est ça, parce que le marketing de réseau, c'est quand tu fais, par exemple, quand moi je te fais rentrer dans le marketing de réseau, tu rentres toujours avec un package. Ils vont te dire, pour rentrer, il faut payer un package à 200 € à 300 €. À l'époque, c'était même 400 €. Tu vois. Et celui qui t'a fait rentrer a une commission sur ces 400 € là. Ça peut être de 10%, de 20%, etc. Donc, plus tu fais rentrer du monde, plus tu gagnes des commissions. Mais quand tu vois les commissions sur les produits que l'entreprise vend, ce n'est rien. Tu vois, c'est peut-être du 5%. Par exemple, si tu arrives à faire adhérer quelqu'un sur SFR, tu vois, à le faire changer de programme, tu vois, pour prendre SFR, l'abonnement de SFR, c'est quoi? Peut-être 20 € par mois. Bah, toi, tu vas gagner quoi? Peut-être 2 €, 3 €. Mais quand tu fais rentrer quelqu'un dans le marketing de réseau, tu peux gagner 50 €. Donc, tu comprends tout de suite que le vrai truc du marketing de réseau, c'est le recrutement et non ce que génère vraiment le service que les gars proposent. Tu vois, et c'est là que je me suis dit, non, ce truc-là, c'est pas possible. C'est-à-dire, j'ai pas le temps pour le faire, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai abandonné le marketing de réseau. Après plus de 6 mois, à essayer un peu, etc. Et c'est là que je laisse tomber, je dis non, ça, je ne peux pas le faire. On va bouger. Et à l'époque, justement, vie de dingue, Anthony Nevo proposait de l'affiliation. Tu vois, il parlait beaucoup de marketing d'affiliation, comment gagner de l'argent avec l'affiliation. Et jusqu'à présent, Anthony Nevo continue à parler d'affiliation. Et surtout, ce qui m'avait passionné dans l'affiliation, lui faisait de l'affiliation sur des logiciels. Et je me suis dit, bon, je suis en informatique, c'est bon. Tu vois, c'est beaucoup plus simple pour moi de comprendre les logiciels, les ClickFunnels, les systèmes.io et consorts et tout, les logiciels qui sortent un peu dans le monde du marketing. Tu vois, c'est beaucoup plus simple pour moi de les comprendre et de les utiliser. Donc, je vais faire de l'affiliation sur ces logiciels-là. Tu vois, donc c'est là où je switch du marketing de réseau pour rentrer dans le marketing d'affiliation. Tu vois. Mais bon, on va en parler après. Oui. Mais tu as dit quelque chose de très important, la personnalité. Et très tôt, tu découvres qui tu es. Mieux tu vas réussir. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Et moi-même à l'époque, je ne comprenais pas, tu vois. Quand on dit là, beaucoup de gens définissent en fait leur réussite dans un business par rapport à l'argent que les gens gagnent dans ce business. C'est tout faux. Tu peux faire de la restauration et gagner de l'argent. Il y en a plein. Multimillionnaires même. Tu vois. Donc c'est juste de dire, pour moi, c'est plus que ça. Tu as dit, ma personnalité ne matchait pas avec ça. Exactement. Et il faut déjà savoir qui tu es. Parce que si tu es quelqu'un de
Je pense que personne n'est timide. Hein. Non. Moi-même, j'étais timide. Oui. J'étais timide, mais bon, moi, je suis quelqu'un. Arrivé à un moment, je me suis. Bon, comment j'ai vaincu ça? Hein? Par exemple, on dit qu'il y a un événement, il faut quelqu'un pour parler. Même si je ne sais pas parler, moi, je parle. Ouais. Et les gens rigolent. Et ben, je me dis, mais je ne sais même pas, je ne parle pas bien, mais ça les fait rire les gens, non? C'est comme ça que tu prends, en fait, tu fais face à tes peurs, en fait. C'est ça, oui. Tu vois, donc, quelque part, c'est bon d'être timide, mais il y a aussi une partie où, bon, dans ces business-là, vaut mieux ne pas être timide. Exactement. Ah non, c'est surtout le business du marketing de réseau, qui est un très bon business, hein, et quand ce n'est pas pyramidal, etc. Et JP Fanguin. Oui, c'est ça. JP, c'est ce qu'il a fait. Bon, actuellement, aujourd'hui, il est devenu influenceur. Il ne fait plus dans le marketing de réseau, mais c'est ce qu'il faisait à l'époque. Quand il faisait ses vidéos un peu. Oui, salut à toi. Salut à toi et tout. Voilà. Donc, en gros, c'est un business où il faut être extraverti. Et c'est un bon business aussi parce que si vraiment tu le suis, tu vas changer de personnalité. Parce que tu deviens une autre personne. Tu dois apprendre à parler, à bien parler aux gens, à convaincre les gens, à les persuader, à les closer. Et tu dois sortir de ta zone de confort. C'est un business. Ça te transforme. Ça te transforme quand tu le restes. Mais bon, à l'époque, moi, je n'étais pas. Il faut le dire, hein, l'idée n'est pas de dire que ce n'est pas un business qui ne marche pas. Parce que justement, ce Rodrigue aujourd'hui, Sodansou, mettez son nom sur Instagram. Il est devenu c'est un superstar, c'est un béninois en plus. Aujourd'hui, Rodrigue Sodansou, c'est un superstar. Tu vois, c'est une superstar. Dans le MLM. Dans le MLM. Mais après, lui, il paraît qu'il a refait du MLM sur les bitcoins. Il est dans tous les MLM, Rodrigue. Dans tous les MLM. Il a fait tellement d'entreprises de MLM, que ce soit dans la santé, dans les cryptos, dans tous les trucs. Il est partout, ce gars-là. Il est partout. Mais aujourd'hui, il a explosé littéralement. Tu vois. Et j'ai d'autres personnes aussi qui sont restées, qui ont eu du succès. Et tu vois que ça les transforme, en fait, totalement. Ça devient notre personnalité. Devient une autre personne. Tu vois. Et c'est ça, hein, l'avantage du business. Les gens, je disais hier dans une vidéo, les gens croient que le business, tu le fais, les départs sont, comme les départs sont lents et les efforts sont énormes, parce qu'au départ, tu dois faire un effort pour changer ta personnalité. Exactement. Et quand tu veux changer ta personnalité, il n'y a rien de plus compliqué que ça dans la vie. Ouais. Comme quelqu'un dit souvent, chasse le naturel, il revient au galop. Voilà. Donc, si tu es naturellement timide, même si tu vas à une conférence où on te dit wow, marketing de réseau et tout, j'ai parlé à 3 personnes, 10 personnes, et toi aussi tu es dans le monde, il suffit d'être seul dans ta chambre. Le matin, tu te réveilles, tu dois t'habiller pour aller parler aux gens que tu te dis. C'est toi tête même qui te dit, mais attends, mec, c'est pas toi ça. C'est pas toi. Donc, c'est cette phase-là dans le business qui est compliquée. Ouais. Parce que tu dois devenir une toute nouvelle personne. Une nouvelle version. Mais, regarde, comme tu le dis, à quelques années plus tard, le gars, il a explosé. Il a explosé, oui. Ce qui n'est pas le cas dans le salariat. Non. Tu peux pas on va dire, oui, c'était un super banquier et boum, il a explosé. Non. Tu es banquier jusqu'à après, tu prends ta retraite et tout. Il y a des 1% qui peut-être vont avoir une carrière très exceptionnelle, mais c'est vraiment des 1%. Quoi. Et souvent, c'est même des génies ou des génies, soit dans leurs compétences, soit dans la communication. Ils vont lécher le maximum de cul pour monter dans la hiérarchie. Oui, c'est comme ça. C'est la loyauté qu'ils vont prouver à l'entreprise qui va le faire monter, pas forcément la compétence. Donc, c'est quoi le deuxième business que toi tu as lancé? Deuxième business, bon, je me rappelle. On va directement sur le business en ligne ou bien Non, toi, tu as fait trop de business avant le business en ligne. Tu as fait trop de choses avant le business en ligne. Moi, mon second business, c'était, je vendais des téléphones portables. Je vendais ça au bord du Lavoir. Ouais. Au port là. Là où on avait pris le taxi la fois passée pour une amie. À Simtogo là. On vendait les téléphones là-bas. Genre, on achetait les téléphones juste dans le port. Et on restait au bord de la voie, on tenait ça comme ça, les taxis passaient, ils achetaient. Ah ouais. Mais ça, c'est mal fini. Parce que je me rappelle que ça, c'était après le bac. Donc, après le bac, on faisait ça. Et un jour, il y a un gars qui est venu, il a dit qu'on lui a vendu des faux téléphones. Ah ouais. Un gars costaud, géant, avec des gros bras. Il nous a attrapés, nous deux, comme ça. Moi et mon pote, qu'on vendait ça, il nous a attrapés, il nous a amenés à la police. Et c'est mon papa qui est venu, ils ont dû appeler mon papa pour venir me chercher, quoi. Parce qu'ils ont dit que... c'est pour ça que des fois l'école aussi est bon. Parce que mon pote là,
quand le gars était en train de... Il nous a malmenés, hein. On a passé un sale après-midi. Hein. Genre, il nous a dit, mettez-vous à genoux. J'appelle là. Vous savez, en Afrique aussi, à l'époque, peut-être aujourd'hui ça a changé, mais il ne faut pas te retrouver dans la verdict populaire, quoi. C'est ça. Parce que les gens vont toujours aller du côté du plus fort. Exactement. Ils ne nous ont même pas écoutés. Nous, on ne vend pas des faux téléphones. C'est vrai, des gens vendent des téléphones. En fait, des gars, ils te vendent le téléphone, tu vas à la maison, tu ouvres la boîte, c'est du savon qui est à l'intérieur. Mais ils t'ont montré le vrai téléphone. Donc, ils font des jeux de passe-passe comme ça. Et le gars, il nous a chopé. Il a dit que c'est nous deux qui lui avons vendu. Alors que moi, je n'ai jamais fait ça. Tu vois, moi, je ne sais même pas comment on met savon à la place d'un téléphone. Moi, j'achetais des téléphones moins chers au port. Quand tu sors, je les revends, je fais 10 000 de marge dans la journée. Je sais que je suis content et c'est bon, tu vois. Donc, on faisait ça et le gars, il nous a foutu dans la merde. Après, ce qui s'est passé, c'est que mon gars avec qui on travaillait, il a couru, il a fui. En fait, le gars, il nous malmenait. En fait, comme il est plus grand que nous et tout. Et heureusement, en fait, il y avait déjà un attroupement. Heureusement que la police passait. Et c'est la police qui a dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et bon, moi, j'ai commencé à parler beaucoup en même temps. Parce que je sais que si on nous amène à la police, on peut s'expliquer. On peut s'expliquer, voilà. Mais mon gars, lui, bon, la fuite. Pas trop lettré. Il a pris la fuite. Les policiers, ils ont couru jusqu'à... Ils sont allés l'attraper sous le pont de... tu sais, il y a le Sim-Togo. Ils l'ont attrapé sous le pont là-bas. Et ils l'ont ramené, ils l'ont trimballé par terre jusqu'à... Et après, ils nous ont amenés là-bas. Après, le vieux est venu me chercher. Et ce business aussi est fermé. Mais à l'époque, mon truc marchait tellement que tous les gars du quartier, tous les gars qui me connaissaient dans le quartier, ils avaient toujours un téléphone en réserve. Ils disaient, Augustin, vends-moi ça, j'ai besoin d'argent et tout. Donc moi aussi, je me faisais de la marge dessus. Donc c'était mon second business que j'ai fait. Ça, c'est juste après le bac. Quand j'ai eu le bac, je crois que c'était en 2008-2009 que j'ai fait ça. Et voilà, après ça, je suis allé au Bénin, quoi. Je suis allé à Cotonou, j'ai continué un peu. Et quand tu étais à Cotonou, est-ce que tu as fait d'autres business là-bas? Parce que toi, je te connais, toi. Là, quand à Cotonou. Toi, tu ne tâtes pas trop, hein, tu rentres quelque part là. Quand j'étais à Cotonou, j'ai fait les organisations d'élections Miss. On appelait ça Miss Ganzin. Ganzin, c'est la marmite. La marmite, en fait, on faisait une élection Miss normale, mais le critère de choix... C'était genre traditionnel de façon. Traditionnel d'abord, mais le critère définitif, c'est est-ce que le plat que la Miss va préparer est doux. Donc, on les faisait préparer sur le podium direct, tu vois. On leur faisait préparer les femmes là sur le podium et c'est sur ça qu'on élisait la Miss. Et moi, j'étais le président d'organisation. J'étais tout petit comme ça. Tu vois, je gérais les gars. Il y avait un gars qui entraîne les filles et tout. On a 12 candidates. En fait, on a fait les 12 départements du Bénin. Dans chaque département, il y a une candidate. Donc, mais ça m'a appris énormément. Parce que cette expérience-là, c'est de là que j'ai appris que tu peux commencer petit. En fait, au départ, on faisait directement le pas en allant vers les réseaux de téléphonie mobile. On disait, tu as Move, MTN, Libercom ou je ne sais plus quoi, pour aller leur demander du sponsoring, quoi. Et on a fait un budget. Le budget, c'est moi-même qui l'ai écrit. Hein. Et le budget, là, on était autour de à peu près 50 000 euros comme ça qu'on voulait pour organiser le truc. Personne ne voulait nous donner naturellement les sous. D'ailleurs, quand ils me voient, même, je n'ai pas de barbe, ils disent, mais c'est qui ce gars-là? C'est qui ce guignol là qui est en train de parler, tu vois? Et finalement, comment on a fait pour avoir les sous pour organiser? Et c'est là que j'ai parlé à un gars. Et le gars, il m'a dit que c'était que de faire du micro-sponsoring. Et j'ai dit, mais c'est quoi le micro-sponsoring? Et il m'a dit, non, au lieu d'aller directement faire un dossier, déposer chez MTN et tout, ils ne le liront jamais parce qu'il y a d'autres dossiers que d'autres personnes sont en train de pistonner. Exactement. Il m'a posé la question, pourquoi MTN viendra sur notre événement? Simplement parce qu'ils veulent être visibles. Mais ils sont déjà trop visibles pour nous. Ils sont déjà trop forts que nous. Il faut qu'on aille voir des gens qui n'ont pas la taille de MTN, mais qui veulent aussi être visibles. Donc là, ça a été un déclic, quoi. Parce que littéralement, dans le comité, on était 10 personnes. Plus les Miss, on était 22.
Et chacun avait la mission de vendre un ticket. En fait, on a juste découpé des tickets de 10 000 francs, donc 15 euros comme ça. Chacun avait pour mission de vendre 10. Tu vois, mais tu le vends. Nous, dans le comité, on a vendu au salon de coiffure. Au lieu d'aller vers les gros, on est allé vers les petits. Exactement. Et comme eux aussi veulent être visibles, donc on a trouvé un bon resto, un jeune restaurant. C'est eux qui ont fourni tous les ustensiles de cuisine, tout, ils ont déplacé ça. Et c'est comme ça qu'on a pu organiser l'événement couvert par Golf TV à l'époque, je ne sais pas trop. Et ça, c'était le second business, mais ce n'était pas rentable. Ça n'a pas ramené. En fait, il y avait plus d'efforts que d'argent gagné. Mais au moins, on l'a fait. Et ouais, ça s'est bien passé. En plus, là, ce que tu viens de dire est très intéressant parce que ça me permet de rebondir sur le fait que lorsque vous voulez, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui vont vouloir lancer des business et vont faire la même erreur. Ils vont vouloir des sponsors, ils vont vouloir que des grosses structures viennent les sponsoriser, alors que il y a effectivement plein de coiffeurs du quartier qui sont là, qui ne peuvent même pas faire de la publicité à la télé, à qui tu peux dire, bon, si tu veux, moi je organise un événement, si tu me donnes 20 000 francs, 30 000 francs CFA, ben, je mets ton nom, ta pancarte pour dire, et j'appelle ton nom au micro pour dire c'est tel truc qui nous a sponsorisé, c'est tout. Moi, c'était un déclic. Tu vois, c'est des choses que je peux vendre en coaching. Oui, c'est des choses que tu veux vendre. Il y a des gars qui viennent, ils me disent, oui, Augustin, on veut lever des fonds. Et je dis, ok, vous avez déjà gagné combien, vous voulez lever combien? Ils n'ont rien gagné encore. Et je dis, non, mais vous plaisantez. Parce que moi, j'ai fait le terrain. Genre, je connais le terrain, je sais comment les gens réfléchissent. Personne en Afrique ici ne va te donner de l'argent. Si tu n'as pas déjà de l'argent déjà. Si tu n'as pas déjà de l'argent, une activité qui marche et aussi quelqu'un qui te connaît. Qui te connaît, oui. Donc, quand tu combines ces trois choses-là, autant aller voir des gars qui galèrent vraiment. Il y a des gars qui... La dame qui nous avait financé, elle ne nous a pas remis de l'argent. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée, elle a pris toute la bouffe elle-même. Donc, chaque Miss, les 12 candidates avaient tous les ingrédients. Il suffit de dire, par exemple, si toi tu es la candidate, tu dis que tu veux faire sauce graine, parce que c'est de ton origine. Tu fais ça. Tu vois, il y a une émission qui passe aujourd'hui, les gens regardent partout en Afrique, on appelle ça « Dis-moi qui est la plus belle ». Oui, dis-moi qui est la plus belle, oui. Tu connais ça? Oui, je connais. Oui. C'est exactement la même chose qu'on faisait. Mais eux, ils l'ont fait en mode télé-réalité. Télé-réalité, oui, ils ont fait ça. Juste un seul événement. Un seul événement, oui. Où tout le monde allait passer, faire la cuisine, on va lui faire poser des questions, elle va danser la danse traditionnelle et à la fin, le jury mange et le jury décide. Et notre jury a mangé tellement que, il y a un moment, je disais, mais le jury, j'étais à côté, comme c'était moi le président, je disais, mais président, moi ma langue est morte, je n'ai plus de goût, je ne sais plus lequel est lequel des plats. Tu vois, alors qu'on est parti d'une idée simple. Donc, comme tu le dis, il faut juste découper les grands objectifs en de petites choses, tu vois. Et tu vois des sociétés de laverie, des coiffeurs. On avait vu quoi? Des gens qui faisaient dans des taxis. Des sociétés de taxis. Des petites sociétés où on n'est même pas allé loin. Et aussi, l'équipe aide beaucoup. Parce que je suppose que là, on était 22. Et on a imposé un quota de 100 000 francs à chacun. C'est-à-dire, on te donne un ticket, tu dois tout vendre avant de venir. Sinon, même, oublie l'élection Miss là. Tu n'es même plus candidate. Mais les filles là ont vendu tous les tickets. Elles ont vendu pour près de 10 millions de tickets en moins d'une semaine. Ah ouais. Alors qu'on passait demander 10 millions à MTN. Tu vois, elles demandaient à leurs pointeurs, les gars qui essayaient de les draguer, tout ça. Les amis, la famille. C'est vendu. C'est vendu, ouais. Et on n'a même plus... en fait, c'est ce qu'on appelle la pré-vente. C'est maintenant que je m'en rends compte. Ouais. On a vendu tous les tickets. Avant même que l'événement, vous financez l'événement. Tu vois, c'est ce qu'on avait fait. Mais voilà, c'est ça, quoi. Il ne faut pas aller chercher... Moi, après cette expérience, je me suis dit, quel que soit le projet que j'ai, je peux le faire déjà moi-même. Ouais. Tu vois, je peux faire tout, un peu de tout moi-même. Et après, une fois que je vois que ça prend de l'ampleur, comme les gros là, ils ont toujours tendance à snobber les petits. Exactement. Si mon truc marche, moi aussi je vais les snobber. Ouais. C'est-à-dire, s'il vient, il dit qu'il veut monter sur mon événement, bah boum, je vais payer, je lui fais payer beaucoup d'argent, c'est à prendre ou à laisser. Donc c'était mon business que j'ai fait avant de partir au Sénégal. Tu vois.
C'était ce que j'ai fait avant de partir au Sénégal. Et au Sénégal, bon là tout le monde connaît l'histoire. Oui, l'histoire du Sénégal. Une ONG où on a mobilisé de l'argent chez les partenaires. Chez les partenaires, tout ça. Et effectivement, quand je regarde, ce qui est intéressant avec toi, je pense que toi tu es resté jusqu'à présent. Hein, il faut même dire que le business en ligne, c'est parce que tu es venu en France en fait. Si tu n'étais pas venu en France, je ne pense pas que tu serais dans le business en ligne. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Tu serais dans la réalité. Dans la réalité, dans le business dans le business du. Je pense que c'est vraiment parce que quand on voit un peu tout ce que tu as fait, et moi je suis vraiment impressionné parce qu'on a le même âge, tu vois, et pourtant le parcours est totalement différent. Et surtout, toi, tu es vraiment resté dans la réalité, c'est ce qui m'impressionne. Tu connais tout le monde. Tu connais beaucoup de personnes, tu vois. Tu connais pas beaucoup, mais un peu. Tu connais pas mal de personnes. Et en Afrique, si tu veux réussir, c'est ça, les connaissances, connaître des personnes et être dans la réalité. Et ça, c'est ce que toi, tu as vraiment fait. Et tout, c'est vraiment que tu es resté dans la réalité. Et tous les business, moi, je pense que je lance un business en Afrique, ça échoue. Tu vois, un business, si ce n'est pas en ligne, si je lance un business, genre, je sais pas, un restaurant ou un truc, parce que quand tu vois le business en ligne, la facilité, moi, je n'ai plus la patience de gérer des équipes, du personnel. Surtout en Afrique, on sait que quand tu n'es pas là, au premier poste, c'est très compliqué que ça marche. Tu vois. Et toi, tous les business que tu as gérés, surtout aller faire des demandes d'investissement, des fonds, monter des dossiers. Mec, moi, je ne sais même pas comment ça se fait. Tu vois. Je ne veux même pas le savoir aujourd'hui parce que je suis au plus ce niveau. Mais en fait, moi, je dis toujours, les gars, il faut, par exemple, quand je passe à ce qu'on a fait au Sénégal, je t'assure, on a écrit le projet en copiant un projet qui est déjà en ligne. On a pris le projet, on a vu introduction, blablabla, préambule. Et en fait, ce qu'on a fait rapidement, c'est de chercher de l'argent. C'est-à-dire, on organise un événement, venez nous aider. Et comme là, on a déplacé la cible des commerçants, des opérateurs mobiles vers les grandes institutions. Les ONG, les grosses ONG. La CEDEAO, ce genre d'institutions-là. Parce que il faut comprendre que plus on grandit, plus moi je grandissais, plus aussi au niveau intellectuel, j'apprenais des choses. Comme j'ai fait les études au Sénégal, j'ai déjà vu que là-bas il y a un écosystème. Le Sénégal, c'est la plaque tournante, un peu comme Abidjan, des institutions. Et quand il y a un problème à Abidjan, comme la guerre, eux tous ils migrent vers Dakar, et beaucoup d'institutions ne reviennent même plus. Donc, quand on évoluait comme ça, plus tu évolues, tu as de nouvelles informations qui rentrent en jeu. Tu te dis, mais le petit tournoi de foot que j'organisais là, j'aurais pu l'organiser autrement. Tu vois. Le business que j'ai lancé en faisant les miss et tout, j'aurais pu le faire autrement. Donc ça, c'est une des parties. Ce que je voulais dire là-bas, c'est que tout le projet qu'on a fait et qui a permis qu'on lève 50 000, que nous ont donné 50 000 euros dans 35 millions comme ça, tout ce projet-là, on l'a écrit en 30 minutes. C'est-à-dire, c'est là que je dis, il faut être peut-être lent un peu à réfléchir, mais pas être lent à exécuter. Il faut être dans l'exécution violente. Dans l'exécution violente. Il faut être dans l'exécution violente. L'exécution violente avec toutes les erreurs possibles. Et dis-toi que quand on a écrit ce projet, on a balancé à toutes les institutions qu'il y a un blanc qui a l'ONUDC. Il a reçu le dossier. À l'époque, qu'est-ce qu'on a fait? Quel est le sujet d'actualité? Le terrorisme. Boko Haram. C'était l'époque. Et on a dit, mais il faut sensibiliser les jeunes. On est allé chercher maintenant quelle institution finance ça. Donc, la liste des institutions qui sont là-bas, c'est là que j'ai découvert le répertoire des 500 ONG françaises. C'est un répertoire où on raconte l'histoire des 500 ONG les plus riches de la France. De la France, oui. Mais eux tous, c'est en Afrique qu'ils font de l'argent. Oui, les autres pays les ont chassés. C'est en Afrique qu'ils viennent jouer sur la misère pour faire l'argent. Allez, c'est des histoires incroyables. En fait, récemment, j'ai cherché le livre, je ne le trouve plus. Oui. Même sur Amazon, tu le trouves. Peut-être qu'ils l'ont retiré. Mais ce répertoire-là, dans ça, on raconte l'histoire en fait, du fondateur de l'ONG. C'est un gars comme ça qui est au chômage en France. Comme tu disais la fois passée, tu as pris ton chômage. Oui, il a pris son chômage en bloc. Il a pris ça en bloc. Il est descendu dans un coin pourri et paumé du Rwanda. Voilà, là où il y a des conflits.
Et lui prend juste le risque de venir là-bas. Et comme il est déjà blanc aussi, comme l'Africain pense en fait que le blanc est le sauveur, donc les gens lui confient des problèmes. Il y a plein d'histoires où le gars, il avait que 3 000 €. Il est rentré en Afrique et aujourd'hui, cette ONG vaut 3 milliards de dollars. Parce que bon, comme lui, il est sur place, ses amis là-bas lui font confiance, on lui commence à lui envoyer de l'argent. Après, il commence à mobiliser de l'argent. C'est quand je suis allé en France, j'ai vu que mais les ONG là même, ils font de la recherche de collecte de fonds violente. Mais tu les vois dans la rue. Dans la rue. Et ils t'obligent. Tu es au téléphone comme ça, ils raccrochent, madame. Oui, c'est pour l'Afrique. C'est pour l'Afrique. Et ils te demandent des abonnements. Oui, on te prélève à la fin. Oui, 20 €, 30 €. Attends, il y a une nana qui a fait ça, je l'ai tellement insultée. Oui. J'ai dit, mais pourquoi tu. Elle est toujours là. Et en plus, elle est afro, quoi. Afro, mais elle est née en France. Oui, en France, oui. Elle a tellement cru à ces trucs-là qu'elle a chaque mois, la pauvre fille, elle fait 900 € de salaire, on lui prélève 90 € pour les causes en Afrique. Je lui ai dit, c'est quelle cause? Elle me dit, non, pour aider les démunis et tout. J'ai dit, ah bon, ok. Elle est allée aussi, ils lui ont fait adopter un petit gosse d'ici qu'elle n'a jamais vu et à qui elle envoie l'argent tous les mois. Tu t'imagines? Mais nous-mêmes, les Africains, on ne fait pas ça, tu vois. Et autant aider ta famille au bled. Oui, autant aider les sous à ta famille, à ton neveu au bled, je ne sais pas où, au petit-neveu de ton père. Donc, qu'est-ce que je disais? C'est que cette nuit-là, en fait, on a fait le truc, on a balancé à, je ne sais pas, plus de 5. On a téléchargé une longue liste d'institutions et il suffit d'avoir l'email. Tu prends le dossier, tu écris, tu leur écris, tu balances. Et ils répondent, hein, ils répondent. Surtout les institutions internationales. Ouais. Quand tu leur écris, ils répondent toujours. Parce qu'ils fonctionnent vraiment sur, je sais pas, sur la base de l'international. Ouais. Je sais pas. Donc, le monsieur nous a répondu. Un blanc qui est vraiment un gars très sympa. Il nous a reçus. Et nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis que l'ONG... En fait, on avait enregistré l'ONG au Bénin. Et donc, quand nous, on venait, ils ne voyaient pas, en fait, que... Ils croyaient qu'on venait directement du Bénin. Du Bénin, en fait, oui. Tu venais de rencontrer. Et il a dit, waouh, vous êtes venu du Bénin et tout pour ça. On a dit, oui, on est venu du Bénin. Les enfumeurs. Oui, on est venu du Bénin et tu dis, mais que franchement, que le fond est bon, mais la forme n'est pas du tout bonne. Qui a rédigé ce document? On a dit non, que c'est nous-mêmes avec notre équipe. Ouais. On n'a pas d'équipe, notre équipe. Et donc le gars il disait que, et c'est là-bas en fait qu'on a appris les vrais termes à utiliser, la forme, il nous a donné un template seulement, tu vois. Donc du coup on est passé de avant-hier, on ne sait rien du monde des ONG à aujourd'hui où on connaît tout jusqu'à la procédure. C'est pour ça que moi je dis aux gens souvent, il y a des gens ils viennent, ils disent je vais faire du négoce. Et il me dit que comment ce serait là dans la formation? Quel outil vous utilisez? En réalité, non. On s'en fout de ça. Ouais. La réalité, c'est que est-ce que tu veux vraiment faire le truc? Parce que si tu veux vraiment le faire, tu te lances, tu fais des choses et à la fin, tu verras que tu as fait plein d'erreurs, mais ce n'est pas grave. Tu auras quand même peut-être gagné de l'argent ou perdu de l'argent. Mais il y a des gens, ils veulent d'abord connaître toutes les formes avant de se lancer. Ouais, ceux-là, c'est les pires, ils ne vont jamais se lancer, quoi. Tu vois? Donc, c'est ce que je voulais dire en fait. Et d'abord, un autre document était truffé de fautes, fautes d'orthographe, tout ça. Et il nous a dit non, ça il faut revoir tout ça. Faites lire, faites relire le document. Mais un gars très bienveillant quoi. Il nous a suivi jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on ait les sous, jusqu'à ce qu'on ait tout. Et des fois, il faut rencontrer une seule personne. Tu vois, il y a une dame qu'on a rencontrée au Djiaba. Cette dame-là, c'est... le Djiaba, en fait, c'est la CEDEAO, quoi. Mais eux, c'est la structure de la CEDEAO qui est dédiée au blanchiment d'argent. Et on a rencontré la dame là. La dame là, elle nous a donné la base de données de tous les journalistes du Sénégal et du Bénin. Elle nous a dit aussi que comme on a une vision où on veut faire dans toute l'Afrique de l'Ouest, elle va nous donner au fur et à mesure parce qu'eux, ils ont toute cette base là. Ils ont déjà travaillé avec eux. De toute façon, toutes les chaînes, tous les médias se battent pour travailler avec la CEDEAO parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent là-bas. Et c'est comme ça que sur l'événement, on a eu toutes les chaînes. Une couverture médiatique énorme. Tous les journaux en ont parlé le lendemain. Toutes les chaînes, oui. Tous les journaux, toutes les chaînes. Même aujourd'hui, tu tapes dans Google, tu trouves ça. Tu vois. Genre, il suffit d'une petite volonté de faire
pas bien. Il faut accepter de faire pas bien. Et après, tu vas voir que les choses vont s'arranger pour toi. Tu vois, c'est la leçon que je voulais partager dans... Oui, effectivement, sincèrement, je pense que c'est extrêmement important de rester dans cet état d'esprit, de commencer en fait. Juste de commencer. Tu vois, et effectivement, beaucoup de personnes vont trop regarder le contour, la forme. Ils ne vont pas vouloir aller dans le fond. En fait, ils vont toujours rester dans le superficiel. Oui, mais est-ce que si je commence aujourd'hui, est-ce qu'en 3 mois là, j'ai telle chose? C'est ça. Les gens moi, ça me fait rire. Est-ce que même en 3 mois, j'ai retouché sur investissement comme ça? Il y a même des gens qui me demandent si je prends le coaching, est-ce que dès la semaine prochaine, je gagne combien? Je te jure, dès la semaine prochaine, je gagne combien? Et je dis, mais attends, mais ça ne marche pas comme ça. Oui, mais Alain, tu sais, des fois, il y a des gens qui vont prendre le coaching et la semaine prochaine faire de l'argent. Mais ça ne veut pas dire que c'est aujourd'hui qu'il a découvert l'e-commerce. Exactement. Tu vois? C'est ça aussi, il faut comprendre qu'il y a les chanceux dans la vie. Il y a des gens qui, effectivement, les étoiles s'alignent au bon moment et tout pour eux. Et ils vont faire du résultat rapidement. Mais ce qu'on remarque aussi, les gens qui font des résultats rapidement ne tiennent pas sur la durée. Ils ne tiennent pas sur la durée. Parce qu'ils ont sauté les étapes. Ok. Suppose, dans le... Mais regarde par exemple les joueurs de football ou même ceux qui gagnent au loto. Du jour au lendemain, tu étais boulanger et bam, on te met 100 millions sur la tête. Chaud. Mon gars, tu as sauté toutes les étapes de la vie. Et c'est ce qui fait que ces gars perdent littéralement tout. La majorité perd tout. Tu vois? Même les joueurs de foot, malgré le fait qu'ils ont travaillé pendant des années, tu vois, on remarque souvent qu'à leur retraite, très peu conservent le niveau de richesse qu'ils ont eu. Tu vois? Très peu conservent parce qu'ils ont aussi grillé des étapes. Ils ont juste tapé dans le ballon, là, 1 million par mois. Il a pris 1 million par mois. Tu vois? Et il n'a pas la présence d'esprit de bien l'exploiter, de comprendre les rouages, de faire aussi des erreurs, d'échouer, parce que c'est extrêmement important. Comme tu l'as dit, tu dois faire les erreurs à ton niveau de richesse aussi. Tu gagnes 10 000 euros par mois, fais les erreurs de 10 000 euros par mois. Donc, tu gagnes 100 millions, mais tu vas faire les erreurs de 100 millions et les erreurs de 100 millions te ruinent. Ah non, ça te ruine. Ça te ruine directement. Alors qu'en faisant des petites erreurs à ton niveau, ça te permet quand même à chaque fois de savoir comment rebondir, te relancer, etc. Et de prendre de l'expérience par rapport à ces erreurs. C'est ça. Tu vois. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens vont griller les étapes et vont commencer à te dire oui, mais tout de suite là, comment ça va se passer? Et finalement, tu regardes toujours que le make money quick, ça ne marche jamais. Non, ça ne marche pas. Donc, effectivement, il y a des gens qui vont avoir des résultats rapidement. Moi, j'ai même connu des étudiants qui ont fait 500 000 euros, mais comme ça, vraiment, ils ont lancé un produit, ils n'avaient aucune compétence, ils ont fait 600 000 euros, mais ils ont été incapables de le reproduire. Et ils sont retournés dans leur vie de salarié. Ils sont retournés. J'ai des gens qui ont fait 500 000 euros en e-com et ils ont été incapables de le reproduire jusqu'à terminer parce que finalement, ils testaient les trucs, ils ne savaient pas parce que bon, ça marchait comme ça. Le bon produit au bon moment et les étoiles se sont alignées pour lui. Et il a fait 500 000 euros. Tu vois? Mais après, il était incapable pour lui de reproduire cela, ce qui a fait qu'il a gaspillé tout le reste dans des achats de formation par-ci, des coachings par-là, de trucs. Et finalement, il n'y a plus. L'argent est terminé. Il est retourné devenu salarié encore. Je te dis, c'est l'histoire de ce gars-là. C'est sur Netflix. Ah ouais. Quand moi, je regarde des documentaires souvent sur Netflix, les gens vont dire, Augustin dit de ne pas regarder Netflix, mais il regarde Netflix. Oui, il y a des fois, il y a des choses intéressantes que je regarde. Et le gars, il a gagné énormément d'argent. C'est-à-dire, dès qu'il faisait l'université, il est très bon. Et dès qu'il a signé un contrat comme ça avec New York, LA ou je sais pas quoi, en même temps, dans les 2 ans qui ont suivi, il a gagné 3 millions de dollars, tu vois. Fin de saison, 1,5 million. Fin de saison, il a encore gagné 2 millions. Ça veut dire 3,5 millions de dollars. Mais il a suffi qu'il se torde le genou, que 6 mois plus tard, tout son argent est fini. Donc, finalement, il était là, il vivotait et il est allé prendre un conseil financier. Tu sais, aux États-Unis, il y a énormément de ces gars-là. Exactement. Financial, I teach you to be rich. Donc, le gars lui a dit qu'ils ont réanalysé maintenant tout sur comment il a dépensé l'argent. Et dès qu'il a pris les sous en même temps, il a acheté une maison à sa maman. Il a acheté lui-même ça. I buy my mom's house and I buy my house. Tu vois. Et déjà là-bas, il a perdu 1 million dans les 2 achats-là. Et maintenant, après les montres, non, il a fait un tour du monde avec sa copine. Du coup, il a perdu aussi
encore 1 million, mais 500 000 comme ça. Il a dépensé beaucoup d'argent. Il fait que de jet privé. Ah ouais? Oui, oui, oui. Il a booké pour faire le tour du monde. Paris, Toronto, tout ça, il a fait. Et après, le pire de tout, c'est qu'il avait des montres à 60 000 $, des chaînes à 170 000, des chaussures, tu sais, des chaussures rares de Nike là, qu'on va trouver une seule paire. Il achetait la paire à 70 000 €, 70 000 $. Et je t'assure, le gars, même 3 000 € par mois, il n'a plus. Mais il a les chaînes, il a tout, tu vois. Mais il n'a plus 3 000 € par mois, il est inquiet. Et son genou s'est pété. Il a passé tout son temps avec, genre, tu sais, les gens, des sportifs de haut niveau, en réalité, ils ne vivent pas. Hein. Ils passent leur temps à bosser. Ils se réveillent le matin, c'est pour courir, midi, ils courent, le soir, ils courent. Tu vois. Et il a bossé partout. Ça n'a jamais marché. Maintenant, qu'est-ce qui le sauve aujourd'hui? C'est de mettre un peu. Il a sauté toutes les étapes pour faire de la vie. Ouais. Et il n'a que 24 ans, tu vois. Ah ouais. Donc aujourd'hui, il a trouvé un gars à qui il a payé quelques derniers euros, quelques derniers milliers de dollars. Et le gars est en train de l'aider maintenant à reprendre. Et le gars lui a dit, regarde, vendons ta montre à 200 000 $, là, vendons-la. Ils ont vendu la montre finalement, je crois, à 60 000 ou bien 40 000 $. Mais ils ont tout mis dans des actions, des ETF. Des ETF, des actions d'entreprise, voilà, en bourse. Donc ça fait que tout doucement, il est en train de se reprendre. Mais il aurait quand même une carrière que peut-être même qu'il ne serait pas rendu compte. Parce qu'il s'est pété le genou. Il s'est rendu compte que vraiment il a sauté plein d'étapes. C'est l'exemple que je donnais avec les joueurs de football. Tu vois, qui quand même finissent leur carrière maximum à 40 ans. Et quand ils finissent leur carrière et tout, et ils reviennent dans la réalité, puisque l'argent ne rentre plus. Tu es déjà trop vieux, les sponsors ne vont plus t'appeler parce que les petits jeunes aussi rentrent dedans, etc. Et tu te retrouves à 40 ans avec 10 Ferrari, une maison qui te a coûté 10 millions, 20 millions d'euros, et il faut entretenir alors qu'il n'y a plus de rentrée d'argent. Ouais. Et si tu n'as pas été assez intelligent pour te diversifier, pour créer des autres, par exemple, on prend l'exemple de Cristiano Ronaldo, par exemple, qui a créé des hôtels, qui a des partenariats avec des marques, qui a des lignes de vêtements. Il a quand même essayé de bien diversifier sa fortune de sorte à ce que même s'il va en retraite, il y a de l'argent qui va rentrer encore tous les mois. Et si tu n'as pas cette intelligence pour le faire, tu vas te retrouver à la retraite avec plus d'argent qui rentre. Mais les charges sont là, parce que les charges ne quittent jamais. Hein. Les charges sont toujours là en fait. Tu vois. Donc je pense aussi que c'est important de retenir cette leçon, les amis. Lancez-vous dans tous les cas. Et surtout, pour ceux qui sont en Afrique, Augustin c'est l'expert dessus. Hein, il a fait tous les business de levée de fonds et tout. Aller chercher l'argent pour lancer des initiatives, etc. Et finalement, c'est ça un peu la vraie vie en Afrique. Et les hommes d'affaires, je pense, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, c'est monter des dossiers, trouver des contacts, avoir des contacts un peu partout, etc. pour se lancer. C'est le quotidien. Et voilà. Et le quotidien de ces Donc après ça a suivi l'expérience où j'ai créé Zoom Télécom, comme je m'appelle Gaglo Zoom Télécom. Sérieux? Ah ça, je ne sais pas raconter ça. Mais j'en parle dans mes vidéos YouTube. Le Zoom Télécom, c'est l'entreprise où je suis allé. Comme je suis déjà très expert dans mobiliser des fonds, je suis encore allé voir des gens. J'ai ramassé 25 millions. Et au bout de 6 mois, on n'a rien fait, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que déjà, le business, ce n'était pas très viable. Et on a sous-estimé le volet marketing, la vente. Parce qu'on faisait tout, sauf vendre. On ne vendait rien. Genre, on était juste là. On passait nos journées dans les taxis jaunes de Dakar, là, à aller rencontrer des partenaires pour mettre en place tout le système et tout. On a mis en place le système. On a créé du contenu. Parce que c'est du contenu qu'on envoie par SMS à des abonnés. Si par exemple, c'est souvent, il y a des sociétés qui font des publicités à la télé. Et quand ils font la pub à la télé, il y a des gens qui vont dire envoyer blague au 6022. Au 6022, des trucs comme ça. Envoyer astrologie pour recevoir les horoscopes et tout. C'est ça en fait le business. Du coup, c'est un business vraiment à 50 000 par mois. C'est un business où vraiment... les gars, ils font de l'argent. Et en fait, ça là, on va dire c'est les bébés du business en ligne, en fait. Mais pas en ligne. C'est-à-dire, moi, je cherchais maintenant un levier où je peux faire beaucoup d'argent rapidement, sans beaucoup d'efforts. Et le levier que j'ai trouvé, c'était que
Voilà, il y a des gars qui font ces genres de services-là et qui sont toujours là, cachés, on ne les voit jamais. Ils sont dans leur maison aux Almadies, dans des villas à 2 000 euros, 3 000 euros par mois. Et c'est des gars qui faisaient ce business. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand on a... Il y a énormément de trucs dedans. Quand on a une élection, une élection mixte par exemple, on vous dit depuis un mois avant d'envoyer 40-22 pour voter la candidate 20. Exactement, oui. Donc ça là, c'est des sociétés qui gèrent ça. Hein. Ah ouais. Et il y a plein de gens, hein, ils vont envoyer candidate, il n'y a pas candidate 43. Lui voulait écrire 24, il a envoyé 43. Ça là, ça défalque automatiquement de l'argent. Et il y a des milliers de personnes qui font cette erreur. Qui se trompent en fait. En 30 secondes, si 1000 personnes font une erreur où ça leur a coûté 120 francs, ça fait 120 000. Ah ouais. Tu vois? Et ça se passe toute la journée. Genre, c'est des journées à 5 millions de francs CFA pour ces gars-là. Et où ils n'ont même pas l'obligation de rembourser l'argent. Bah oui, c'est toi qui c'est ton erreur à toi, oui. Et il n'y a même pas de service où tu vas appeler qui? Truc-là, tu veux appeler qui? Parce qu'en plus, moi j'ai toujours cru que ce genre de service, c'était les opérateurs qui les géraient. Non, c'est là l'erreur. C'est-à-dire, c'est quand moi j'ai plongé ma tête dedans que je me suis rendu compte que, mais en fait, il y a des gars autour qui font de l'argent. Jusqu'à ce qu'à Dakar, Orange a créé Orange Digital Service pour ça. Pour ça, ouais. Tu vois? Et en fait, il y a énormément de gens. Il y a une société qui s'appelle aussi Digital Media. Mais le PDG là, tu es plus âgé que lui. Ah ouais. Il vient, en fait, eux, ils achètent le contenu chez les gens et eux, ils ont déjà le système. C'est une société française qui est là-bas. Donc, ils achètent le contenu, genre, par exemple, les horoscopes, on envoie là aux gens. Et eux, ils introduisent ça dans le système. Ils ont une plateforme sur ordinateur comme ça. Dès que tu écris, tu balances, ça part. Donc, si c'est à 100 000 personnes qui ont souscrit au service, et que les gars, ils ont une marge de 10 francs sur le SMS, ils ont en général 100 francs. Donc, quand tu fais 100 francs fois 100 000 abonnés, ça, c'est ce qu'ils gagnent à la journée. Ah ouais. Sans aucun effort. Ils envoient que le SMS, ils tapent entrée. Et tu as souscrit, non? On t'envoie ça. C'est bon, le service est réglé. Genre, c'est là que tu commences à te rendre compte que il y a vraiment des gars qui se font de l'argent à ne rien faire. À ne rien faire. Et quand nous, on le dit, beaucoup de gens croient que, mais Augustin, quand même, est-ce que tu n'exagères pas un peu? Non, les gars font de la... Et le pire de tout ça, c'est que ces gars-là ne viendront jamais le dire quelque part. Jamais. Parce que tellement c'est simple que... Et tellement c'est juteux. Tellement c'est juteux que, à moins que tu es son petit frère ou bien son père, tu es son fils, parce qu'il pense aussi à son demain, tu vois, qui va te le dire, mais il ne va jamais te raconter ça. Ou bien il va te donner qu'une partie où c'est compliqué. Et c'est compliqué, mais ça ne donne pas de l'argent. Et là, tu vas dire, oh, ce business-là, laisse tomber. Alors que cette partie-là, c'est juteux. Et je t'assure, à l'époque, il y avait des écoles, des grandes écoles, les universités. Quand ils ont des événements, c'est sur nous. C'est sur ces gens de société, ils viennent. Mais nous, l'erreur qu'on a fait, on a pris l'argent, on a pris des bureaux, de très beaux bureaux vers l'aéroport, là, dans la zone de Westfoire, là. On a pris des bureaux magnifiques et j'ai recruté une équipe. Genre, tu te vois comme un CEO, quoi. Genre, je suis assis dans mon bureau comme ça, j'allume la clim et je mets le pied comme ça. Et je dis, mais je cherche des commerciaux. Allez sur le terrain, allez chercher des clients, c'est l'erreur. Tu vois. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, on aurait peut-être commencé déjà par trouver beaucoup de clients avant même d'aller mobiliser des fonds, quoi. Lever des fonds. Après, bon, les investisseurs, en tout cas ceux qui ont donné l'argent, après on ne les a même plus vus. Parce que bon, quand c'est comme ça, ils se disent qu'on va venir leur dire qu'on partage les pertes aussi. Donc ils ont laissé tomber. Bon, c'est après ça que moi je suis rentré à Cotonou. Je me suis lancé dans tout ce qui est import-export, négoce, tout ça. Parce que après ça, je ne veux plus jamais faire aucun business où l'argent, je ne sais pas comment gagner l'argent dès le départ. Dès le départ, oui. Tu vois. Et l'un des business que j'ai trouvé, c'est que, genre, où je ne sais pas comment gagner de l'argent et où je n'ai à investir aucun euro. Genre, je ne veux rien investir. Parce que j'ai déjà investi et j'ai perdu tout l'argent là. Donc, je me dis,
attention, il faut des business maintenant où il n'y a rien à investir, mais on fait de l'argent. Et le meilleur business, c'est la commission, quoi. Business de commission, business de négoce, dropshipping. Tu vois la commission sur les achats et vos ventes. Donc, c'est ça. Donc, c'est après ça que j'ai commencé à faire ça. Et après ça, maintenant, je suis allé à Paris. Mais donc, à Cotonou, j'ai fait 1 an, 1 an et demi, sinon 2 ans dans le négoce. Et je faisais d'abord le négoce, après, je faisais la logistique où on récupérait des colis. Ouais, de France et tout, non? On récupérait, non. C'était des colis qui venaient de la Chine. De la Chine, ok. Et moi, j'avais des partenaires en Chine là-bas, donc on récupérait les colis de la Chine. Et là, pour cette expérience-là, tu comprends qu'en Afrique, pour réussir, il faut quand même être un peu attaché à la politique. Ouais. Sinon, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont des tarifs que tu n'as pas. C'est pour ça, aujourd'hui, quand les gens crient, disent talon, 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 je me dis, bon, Talon aussi essaie de faire les choses. Il va peut-être en profiter parce que, bon, tu travailles à l'hôtel, tu vis de l'hôtel. Exactement. Mais quelque part, ça rend un peu équitable le jeu. Ouais. Parce qu'avant, ce n'était pas équitable. Avant, en Afrique, en tout cas, avant au Bénin, il y en a qui vont dédouaner à 10 000, d'autres vont dédouaner à 100 000. Ah ouais. Et donc, vous n'aurez pas le même prix le même prix de vente. Donc, d'autres se font de l'argent parce que si sur le marché, tout le monde vend à 200 000 francs, celui qui a dédouané à 10 000, il est capable de le vendre à 70 000. Et il va ramasser toutes les marges que vous devez faire. Tous les clients vont venir chez vous. Ouais. Tu vois, donc, on avait fait ça. Donc, moi, j'ai fait ça. Et donc, j'ai fait ça. Après, j'ai fait du négoce. Après, j'ai fait aussi un peu de levée de fonds aussi. Oui, tu vois, il dit ça, un peu de levée de fonds pour donc, une grosse entreprise. Une entreprise qui est au Bénin. Et en fait, c'est avec cette levée de fonds là que j'ai vu, mais que. Parce que moi, j'ai juste fait une mise en relation. À la fin, je joue de 49 millions comme ça, dans la mise en relation. Moi, je connaissais la société. Et donc, après le Sénégal, comme ça, tous les business que je fais là, plus jamais, Augustin ne met pas un franc. Je ne mets rien. Parce que moi-même, je sais que. Tu vois, les gars, ils ouvrent des boutiques et tout ça. Moi, je les regarde comme ça et je dis. Mais pourquoi je fais ça? C'est parce que j'ai connu quelqu'un qui ne met rien aussi, mais il a beaucoup d'argent. Ouais. Et le gars, il venait de la Chine, il est assis comme ça, il tape, il dit, ah ok, il prend une commande au Nigeria, 4-10 conteneurs, et là-dessus, il vient de faire 15K. Et on est assis, il est tout le temps en train de regarder la télé, ce gars-là. Tout le temps. En fait, il y a des choses, on dit ne regardez pas la télé, ne faites pas. Non. Le gars, il est tout le temps assis, il ne porte jamais de pantalon, il est tout le temps en Bermuda, mais il fait des deals. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Ça dit qu'il y a un truc que nous, on n'a pas compris en fait. Il y a un truc qu'on n'a pas compris. Et c'est quand il fait des business de commission, où il gagne une commission facile comme ça le matin, il peut se lever comme ça, il fait 10 millions de francs CFA, soit 15 000 euros. J'en tape comme ça. Et le paiement est fait et tout et tout. C'est en ce moment maintenant qu'il se dit, bon, quel business physique on peut lancer même maintenant? Un restaurant, ce serait pas mal, non? Et il lance un restaurant pour voir, il est loin, il regarde. Mais, en fait, il n'est pas restaurateur, tu vois. Donc, il va recruter des gens. Il y en a qui le font aussi comme ça et ça remarche. Mais pour quelqu'un qui est dans la diaspora, tu n'es pas au pays. C'est souvent compliqué. Et ce gars-là, par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec lui et j'ai compris que, en fait, quand tu es dans la diaspora, il y a des conneries qu'il ne faut pas faire. Ouais. Parce que lui, il avait une société ici, alors qu'il vient en Chine, il ne peut rentrer qu'une fois l'année. Ouais. Toi-même, tu vois le billet d'avion de la Chine pour venir ici, il rentre qu'une fois l'année, mais il a une société ici, il est tout le temps au téléphone. Moi, je vois tout ça et dis, mais c'est quoi ces complications-là? Parce que il envoyait, en ce moment, il faisait du cube, les magies, le tout cube ça. magie, oui. Le truc de Nestlé, là, il faisait ça. Et il va envoyer les conteneurs, mais ça ne se passe jamais bien. Ouais. Tu vois, il y a des gars qui vont payer, ils ont des dettes partout, les gens ne veulent pas rembourser. Sauf que lui-même, il n'est pas là. Même le compte bancaire comme ça pour payer les gens, il est obligé de signer des chèques et de déposer. Sa maison, il a construit une grande maison, il n'y a personne dedans, tu vois. Il n'y a personne dans la maison. Et moi, c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, je suis très réticent à acheter une maison et tout ça. Parce que je me dis, si je ne suis pas ici, ma maison sera comme la maison de ce gars-là. Finalement, c'est moi qui vivais dans sa maison pour rentabiliser un peu. Ouais.
Parce que je me disais, ok, au lieu de prélever les commissions que tu me payes sur les deals qu'on fait et que moi je prenne encore cet argent pour aller louer, vaut mieux prendre une petite partie dedans et tu me laisses la maison. Au moins, il y a quelqu'un dedans. Et la maison est là, il y a un gardien, il y a l'entretien chaque fois. Et sa voiture aussi, lui, par exemple, l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il avait une voiture il vient une fois l'année, quoi. Et quand tu viens une fois l'année, moi je dis souvent à la diaspora, hein, moi, je n'aurais jamais acheté une seule voiture ou bien l'ombre d'une voiture si je sais que dans l'année, je n'ai pas la possibilité de rentrer au moins 3-4 fois, 5 fois. Ouais. Parce qu'à la fin, quand tu fais le cumul de je suis rentré 3 fois, 4 fois, 5 fois, j'ai loué une voiture, pendant ces 3-4 fois-là, va acheter une voiture. Va acheter une voiture, voilà. Tu vois? Et donc, lui, sa voiture restait tellement là, c'était jamais gâtait, utilisé, que tout se dégradait dans la voiture. Oui. Et quand il revenait, il redépensait pour le faire. Donc, moi, j'ai commencé à couper les choses. J'ai dit non, ça, voiture, on vend. Si tu reviens, comme c'est un mois, on tu loues. Voilà. La maison, bon, tu sais, l'Africain est tellement attaché à sa maison que... Il faut sous-louer la maison, mais il ne veut pas. Est-ce que c'est construit même pour être sous-loué? Parce que si tu veux sous-louer quelque chose et que pour aller dans l'appartement d'en haut, il faut passer par le salon d'en bas, oui. Et à côté, il n'y a plus possibilité de faire aucun escalier pour faire ça. C'est mort. C'est mort. La maison est là. Soit tu loues toute la maison, soit tu ne peux pas. Soit tu ne peux pas. Donc la maison est là. L'argent, des fois on a besoin d'argent pour investir dans d'autres business ensemble. Et la maison est là. Aucune banque ne lui veut lui faire de prêt. Tu vois. Donc, et après un jour, j'ai dit, mais bro, cette maison-là même te sert à quoi? Il dit vraiment, moi-même, je ne sais pas, hein, mon frère. Parce que chaque semaine, il y a 2000 € qui rentrent dans cette maison-là. Donc ça dit que la maison-là, ça lui bouffe 8K par mois. Par mois. Après, maintenant, il y a la voiture, il y a tout le personnel, tout ça. Donc, moi, ça fait que j'ai appris de tous ces trucs-là, quoi. Et je me suis dit, non, je ne vais pas refaire les mêmes erreurs Et c'est ça que toute la diaspora fait. Arrivé à un moment, je t'avais dit, moi, je gérais tous les biens de tous les gars qui sont amis à mon gars. Parce qu'ils ont tous les mêmes problèmes. Gérer la maison, c'est compliqué. Donc, moi, je passais de maison en maison pour aller voir, ok, il y a tel problème, on doit réparer. Et je leur faisais une vidéo sur WhatsApp, j'envoyais. À la fin du mois, ça me ramenait déjà 1000 €, 1500 €. Parce que 200 € ici, 100 € ici. Genre, je passais mes journées littéralement à dormir. Genre, je dormais jusqu'à arriver, je vois le téléphone sonner. Et c'est là que j'ai eu beaucoup de relations aussi dans les affaires administratives et tout. Parce que quand quelqu'un est dans la diaspora, il veut toujours... Le gars, il est dans la diaspora, mais il veut toujours soit transcrire un acte de naissance, faire les papiers, tel papier, un passeport expiré. Et il ne peut pas descendre pour faire ça. Il ne peut pas descendre pour le faire. Donc, arrivé à un moment, moi, j'ai développé mon petit réseau. Et dès qu'on m'appelle, je dis, ah non, mais un truc que moi, je peux gérer ça ici avec les gars rapidement à 100 000 francs, 150 €. Bah, les gars étaient prêts à payer jusqu'à 500 €. Est-ce que je vais refuser? Ouais. Tu vois, donc ça, c'est des business. Pour moi, c'est des business où vraiment... C'est ce que je disais, on parle d'intermédiaire de confiance. Tu vois. Merci. Et ça, j'avais même fait une vidéo YouTube et qui a très bien marché en plus. Hein. J'avais dit que c'est le seul business à faire quand tu es pauvre en Afrique. C'est être intermédiaire de confiance. Parce qu'il y a tellement de personnes dans la diaspora qui ne peuvent pas faire des choses, qui ne peuvent pas descendre. On a eu même le cas où il fallait refaire totalement le passeport de mon frère. Et il n'est pas descendu. Il est juste descendu pour faire la signature. Alors que tout était déjà prêt pour lui. Tu vois, on avait déjà tout fait. Et il est juste descendu, juste maintenant pour faire la signature, reprendre son passeport et partir. Tu vois. Et du coup, alors qu'avant, il allait venir faire 2 semaines, parfois même 1 mois. Parce que bon, il faut rester là, faire les trucs, faire la procédure. C'est pas en 3 jours, ça, c'est pas en 3 jours. Non. C'est maintenant que le passeport soit en 3 jours. C'est maintenant avec la digitalisation que sinon, à l'époque, si tu ne connaissais pas les bonnes personnes, ton passeport fait faire 2 mois avant de sortir. 2 mois, et tu restais dans la queue là-bas tout le temps. Et tu restais dans la queue, tu vois, pendant 2 heures, 3 heures, etc. Donc voilà, si vous faites ce business, vous êtes intermédiaire de confiance, vous faites les tâches ici pour les gens, mais les gens vont vous payer. Ils vont vous donner de l'argent. Les gens payent. Moi, j'ai fait ça. Et en faisant ça maintenant, il y a d'autres choses qui viennent. C'est-à-dire, on faisait ça. Moi, je faisais ça à côté.
mais il y avait toutes les affaires de Cube Négoce là. Ouais. Donc, une des affaires que j'ai fait aussi, c'est d'aller prendre des commandes directement au marché. Au marché, oui. J'ai carrément pris une boutique dans le marché. Oui. Mais quand je dis dans le marché, c'est pas du luxe, hein. C'est une Ouais. boutique où il n'y a rien dans la boutique, il n'y a qu'un bureau et un endroit où on stockait les colis qui venaient de la Chine, quoi. Parce que les clients sont dans le marché, tu vois. Et c'est là-bas que j'ai compris que, ben, en fait, je pouvais aussi démarcher des gens dans le marché Dans le marché. pour pouvoir faire leurs commandes en Chine. Il y a plein de femmes qui se regroupaient, elles remettent l'argent, 25 000 $. Alors, j'ai commencé à compter du dollar déjà Ah ouais. à l'époque, tu vois. J'ai commencé à compter. Et moi, j'envoie les sous, lui fait les achats et on faisait notre commission, quoi. Tu vois, donc, comme tu le dis, moi, quand je parle d'intermédiaire aujourd'hui même, quand on parle de négoce de matières premières, c'est juste une petite partie. Hein, parce qu'il y a plein de trucs pour lesquels tu peux faire l'intermédiaire. Exactement. Faire de l'argent vraiment, quoi, tu vois. Donc, voilà. Je pense que ce que les gens doivent retenir hein, de ce podcast, c'est vraiment de se lancer. Tu vois, de se lancer. Et il y a tellement... Enfin, tous ces business dont tu parles, en fait, je n'aurais jamais pensé ça. Ah bon? Je t'assure, je n'aurais jamais imaginé que tu peux même aller démarcher des gens au marché comme ça et leur prendre des commandes et envoyer et passer des commandes en Chine. Quand je vois, et je ferai d'autres vidéos parce que je vais en Chine bientôt, quand je vois tous les étudiants africains en Chine qui sont là à se plaindre du racisme, qui sont là à ne rien faire, alors qu'ils sont sur le terrain. Notre meilleur étudiant en négoce, il est en Chine, c'est un Béninois qui est en Chine. Oui. Et tout le temps, il nous amène des deals. Il a amené encore des voitures. Et à Abidjan qu'on est en train de gérer, tout le temps, il amène des deals. Parce que la Chine, c'est une mine d'or en termes de commerce international. Donc, si vous avez de la famille en Chine et que vous êtes sur le terrain en Afrique, allez faire la même chose. Parce que je suis sûr que ce que toi tu as fait là, il y a plein de personnes qui ne vont même pas, qui ne savent même pas, jusqu'à présent, non, ils savent pas. Que tu peux aller démarcher alors que tu as ton cousin qui est en Chine là-bas, qui ne fout rien, qui est là-bas à se plaindre là-bas. Et toi, tu dis, littéralement, il y a plus d'1 million d'usines en Chine. 1 million. D'entreprises usines. C'est la population de Lomé. C'est fou. D'usines. Des usines en Chine. Mais même plus. On parle même de 2 millions. C'est pour te dire que dans toutes les villes chinoises, tu as des usines. Il y a des villes qui sont spécialisées dans telle chose. Tu peux faire en une journée même dans ta zone comme ça, tu as des centaines d'usines. Et ce qui est en plus intéressant avec les Chinois, c'est que tu les appelles, je peux visiter, welcome my brother. Oui, ils te visitent, tu veux filmer, oui. Filme tout. Ils adorent même ça, ils vont prendre des photos, ils vont t'afficher même sur leur mur pour dire, oui, on a des clients béninois qui sont là. C'est ça. Tu vois, ils adorent ça, tu peux tout filmer, c'est pas un problème pour eux. Donc voilà, les gars, je pense que ce qu'il faut faire avec tout ce qu'on est en train de vous dire là, c'est vraiment de vous lancer et d'aller sur le terrain en fait. Surtout pour ceux qui sont en Afrique, d'aller sur le terrain, tu vois. Là maintenant on a parlé de pas mal de business, c'est ça avec Augustin au niveau de la réalité. Là on va parler maintenant de ton switch parce que là tu es passé sur le business en ligne. Le business en ligne. Après, pourquoi? Bon, je pense que c'est parce que tu étais venu en France et tout. Je suis venu en France et je voulais toujours continuer mon business, j'étais bloqué. Ouais. Parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de marché là-bas où tu peux aller démarcher les gens. Tu ne peux pas démarcher en France. Je ne peux pas démarcher quelqu'un en France. Donc, bon, j'ai continué mon petit chemin dans mon salariat. Je suis retourné au salariat. Heureusement, j'avais un peu de diplôme. Et aussi, le truc, ce qui est fou, c'est tu étais en Afrique, tu ne foutais rien. Tu dormais, tu faisais tes trucs, tes mises en relation et bim, tu finis avec 2 millions, 3 millions, 5 millions. Très belle. Et tu viens en France, on te paye 2 000 euros. Ouais. Quand je viens en France, je me dis, je me suis fait arnaquer. Je me suis fait arnaquer. Quelqu'un m'a arnaqué quelque part. Et dites-moi tout, quoi, tu vois. Parce que j'ai vu que c'est un pays où il y a trop de pauvres. Non, mais sérieux, quoi. Sérieux, en France, non, je sais pas le Canada, les États-Unis et tout, mais en France, c'est un pays où les gens te parlent de 1 200 euros. Comme si. Genre, tu te dis, mais le gars, il a gagné au loto, quoi. Et actuellement, j'ai mon boulot, surtout nos frères et sœurs en France, là. Je gagne 1 200 euros, j'ai un prêt et tout. J'ai un prêt, j'ai ma maison, j'ai ma tout. voiture. Quand je regarde jusqu'à et dis, mais non, mais ces gens-là, ils ne gagnent pas l'argent ici. Ils ne gagnent pas l'argent. Parce que j'ai même un pote qui est au Canada là, ou aux États-Unis, je ne sais plus. Il me dit, mais Augustin, quand tu me parles de la France, tu me compares la France avec l'Afrique. Je pense qu'en Afrique, il y a trop d'argent. Ah oui. Il y a trop d'argent en Afrique. Il y a trop d'argent en Afrique. Moi-même,
je m'en rends compte. Il faut dire que c'est parce que j'ai fait du business en ligne et que j'ai gagné de l'argent, que je vis en Afrique, que je remarque qu'il y a trop d'argent en Afrique. Il y a trop d'argent. Si tu sors de ta zone de confort et tout, mais... Non, il y a l'argent. Non, ou même des gens ici en Afrique qui gagnent des sommes, tu te dis, mais est-ce que moi je peux, même en Europe, toute ma vie, je ne peux pas gagner ça? Non, tu ne peux pas. C'est ce que quand moi je parle aux gens, j'ai fait une levée de... Je n'ai même pas fait la levée, j'ai fait la mise en relation pour la levée de fonds. Et je me retrouve avec 50 millions à gagner. Ce sont 10 000 euros. Oui, ce sont 10 000 euros. Et quand je suis arrivé en France, je me rends compte qu'on fait tout ça. C'est pas possible là-bas. Parce que le truc, c'est que les pays occidentaux, ce sont des systèmes tellement déjà bien rodés que tu ne peux absolument rien faire. L'Afrique, c'est vraiment... Comment je dis, comme c'est en développement et tout n'est pas encore structuré, tout n'est pas encore très bien réglé. Donc, c'est quand il y a le chaos qu'on fait de l'argent. C'est ça. C'est dans le chaos. Si tu n'arrives pas à faire l'argent dans le chaos, tu peux jamais faire dans l'ordre que tu as fait l'argent. Dans l'ordre que tu feras l'argent. Tu vois. Donc, voilà. Donc, j'ai repris au boulot tout tranquille. Et là, c'était dur, quoi. C'était dur parce que quand tu sais comment gagner de l'argent, tu vois que tu te retrouves dans un endroit où tu ne peux pas en gagner comme tu veux et tout. Tu commences à vraiment réfléchir. Genre, je réfléchissais, je ne dormais pas. Et moi, quand je réfléchis trop, je grossis. Donc, je grossis. Parce qu'effectivement, là, on voit que tu as grossi. Mais avant, quand je vois tes photos d'avant, tu étais même plus que tu étais même comme moi. Tu vois. Mais, Joe, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Un pays où tu ne peux même pas... les trucs basiques, quoi. Tu ne peux pas faire. Tu vois, ici en Afrique, là, je donne toujours un exemple simple. Ici, si tu veux gagner de l'argent demain, tu vas au marché, tu achètes. Tu as juste 5 000 francs ou bien 10 000 francs. Donc, on va dire 15-20 euros. 15-20 euros. Hein. Tu prends des marmites et tout, tu achètes du riz, tu mets, et tu fais la sauce, tu mets ça au bord de la voie, tu peux vendre. Tu vas vendre, oui. Et personne ne viendra te dire service d'hygiène, intoxication alimentaire, autorisation de ceci. Quelle autorisation? Tu te lances en Afrique, tu te lances. C'est comme ça. Et c'est parti. Peut-être en plus, je te dis, tu peux même avoir 1 milliard de francs CFA dans ton compte bancaire personnel. Personne ne va te dire d'où tu as sorti l'argent. Puisque tout le monde est dans l'informel. Et on comprend. Oui, mais c'est l'informel. On comprend. Après, si c'est compliqué, bah, tu essaies de leur expliquer un peu. Ils comprendront. Ils comprendront. D'une certaine manière, vous voyez. Donc, moi, je me dis, voilà, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai commencé aussi comme toi, tu vois. C'est à ce moment que je suis arrivé à ton niveau. À mon niveau. Après avoir fait toutes ces péripéties-là, donc j'arrive, je me dis, mais ok, je vais faire un business. Mais quoi? Alors, quand tu es bloqué en France, tu fais quoi? Tu es rentré à la maison, c'est YouTube. C'est YouTube, donc voilà. J'ai tapé YouTube, j'ai dit comment gagner de l'argent. Et comme en France, j'ai vu que tout est compliqué, je me suis dit, si vraiment je veux faire de l'argent ici, il y a l'option des colis. Tu vas ramasser des colis chez les gens, voilà. En Afrique. Mais dans ce flou-là, tout ça, c'est beaucoup plus pénible. C'est très compliqué. C'est beaucoup plus pénible. Donc j'ai dit non, moi je ne vais pas faire ça. Donc ce que j'ai fait simplement, je suis allé, j'ai fait gagner de l'argent en ligne et j'ai commencé à suivre des vidéos comme tout le monde, tu vois. Je suivais les vidéos, je voyais les Anthony Nevo, Théophile Hélier, tout ça. Et je disais, je voyais les business, quoi. Je voyais les business. Mais jusque-là, je n'avais pas fait le move. Là, un jour, j'ai vu la vidéo et je voyais ça mouvoir, au fait, depuis l'Afrique. Depuis l'Afrique, oui. Faire la pub et tout, je voyais sa pub passer. Je dis, mais c'est qui? Lui, je ne regardais jamais le contenu de cette truc. Je voyais sa tête tout le temps. Je dis, mais celui-là, même, il est qui même? Je balade. Donc, c'est quand j'ai commencé à me renseigner sur quel business en ligne faire, comprendre. Et mine de rien, ça prend du temps. Hein. Ouais, non, mais c'est pas ça. Tu commences à te renseigner, à comprendre. Il y a des gens, comme tu l'as dit, ils sont chanceux. Ils rentrent dedans, ils font ça. Et ça marche. Ça, c'est l'avantage du coaching. C'est ça, oui, exactement. Mais à l'époque, il n'y avait pas trop de coach. Non, c'était beaucoup plus business en ligne. Que du business en ligne. Que business en ligne et formation. Genre, formation, oui. Tu payes le gars. Bye c'est bye. Terminé. Oui. Bye bye. On ne répond même pas à tes questions. On ne répond même pas dans le groupe. Le gars. Le formateur ne répond pas dans le groupe. Il est à Bali. Il est à Bali. Tu vois? Il est à Bali, le mec. Et donc, un jour comme ça, boum, j'ai découvert Anthony Nevo, blablabla. Et j'ai pris sa formation. Vie de dingo, j'ai job de rêve. Job de rêve, ok. Une formation sur l'infoprenariat. C'est la première fois que j'entendais les mots comme ça. Et je me rends compte aujourd'hui que quand je le dis à des gens ici en Afrique aussi, ils ne comprennent pas comment on peut vendre de l'information, tu vois.
Et je vois les trucs. Moi-même, je doutais. Je me suis dit, bon, je vais quand même faire J'ai pris mon salaire. J'ai mis de côté. J'ai pris 2000 euros. Et j'ai acheté sa formation. J'ai acheté aussi la formation de Taï Lopez. Taï Lopez, ouais, sur... c'était quoi là? SMMA. SMMA. Ouais. SMMA. Et quand j'ai acheté la formation sur le SMMA, donc j'ai commencé. Mais d'abord, j'ai lancé une formation en ligne. Et je n'ai fait aucune vente, tu vois. Quand ça a tourné, j'ai payé la pub. Et à l'époque, quand tu n'as jamais payé de pub là, tu es là, tu as juste mis 100 euros, tu passes tout ton temps. Est-ce qu'il y a eu de vente? Tous les 100 euros sont finis. Facebook m'a envoyé une facture, ils ont prélevé mon compte. J'ai dit, waouh, ce truc-là ne m'a pas. Parce qu'ils ont dit, tu peux faire la pub, tu peux faire aussi de la création de contenu. Et comme moi, je n'avais pas du tout envie de montrer ma tête comme tous les Africains, tu vois. Donc moi, je disais non, je n'allais pas faire ça. Et en plus, je travaille. Qu'est-ce que mon patron va dire? Mais au fond, les gars, là, ils ne vont même pas regarder. Ils s'en foutent même. Tu vois. Ils vont le trouver où même? Donc, c'est comme ça que je me suis lancé dans le business en ligne. J'ai pris la formation de Taï Lopez. Je passais tout le temps dans les week-ends, dans l'avion. Si je vais en mission quelque part, je suivais. Et je crois que c'est en 2019 que je me suis dit, bon, je vais lancer aussi un business en ligne pour voir, tu vois. Et j'ai lancé une agence digitale. Parce que l'agence digitale, c'était simple. Tu es chez toi avec ton PC, tu commences à bosser. Ouais. Et il suffit que quelqu'un te dise oui, c'est parti, quoi. Donc, quand moi j'ai lancé l'agence digitale, il y a une partie de tout ce que je faisais avant qui m'a beaucoup aidé. C'est parce que je suis habitué à appeler tous les gens. Et par exemple, quand je voulais créer l'ONG avec mon pote là aussi. Il voulait appeler 3000 personnes. 3000 personnes. Genre, par jour, on appelait au moins 100 à 200, quoi. Par jour. Et donc, tu es habitué quand même à ce que les gens ils fassent leur gros dos et tout. Mais moi, même avant ça, quand je faisais le truc de Miss, la version Miss Ganzin, Miss Ganzin aussi, c'était tout le temps des appels. Et même là, il ne décroche pas. Donc, tout le temps, tu prends la moto pour aller ici, pour aller là-bas. Donc, on est habitué. Donc, quand j'ai commencé, ils m'ont dit non, il faut juste faire 30 appels par jour. Pour l'agence seulement. Je finis les 30 appels avant midi, je suis là, je regarde, je dis bon, j'appelle qui encore maintenant? Déjà avant de démarrer, j'ai appelé tout mon répertoire, tous mes amis. Et c'est là que j'ai constaté que beaucoup d'Africains sont très en retard dans le business en ligne. C'est-à-dire, ils ont des business physiques. Et moi, je vois de très loin, je vois que j'avais un pote qui s'appelait Géraud, il est à Abidjan. On a beaucoup parlé. Et je lui ai dit, écoute, forme-toi sur le digital. Parce que lui aussi faisait la même chose que moi. Il faisait du négoce avec des Chinois. Et il est dans le BTP. Donc, les gens envoyaient des tracteurs, un peu comme ce que Roland fait. Ouais. Et je lui ai dit de s'intéresser au digital un peu. Mais jusqu'à aujourd'hui, il ne s'y est jamais intéressé. Sa boîte a coulé. Tu vois ça. Donc, c'est juste pour dire que, voilà, il faut... Des fois, moi, il y a quelque chose que j'ai appris dans tout ça, c'est que il ne faut jamais finir d'apprendre, quoi. C'est-à-dire tous les jours, moi, même ma femme sait, tout le temps je suis en train de lire un truc, quoi. Tout le temps. Avant, je lisais sur mon téléphone. Genre, je suis là comme ça, je suis en train de lire. Après, j'ai pris une tablette, je l'ai perdue, donc j'ai laissé les tablettes. Mais tout le temps, je suis en train de lire quelque chose. Parce que en fait, ça te fait des raccourcis. Tu apprends des autres. Ouais. Tu apprends des erreurs des autres. Mais arrivé à un moment, il y a des trucs, il y a des rencontres avec des entrepreneurs comme ça. Quand je viens, je parle, je donne des exemples, les gens disent, mais ça vient d'où ça? Et je dis, non, je ne sais plus. Peut-être je l'ai lu quelque part. Finalement, les gens m'appellent le lecteur. Genre, il lit, toi, ou bien il te dit, non, toi, tu as encore lu des trucs, tu vois. Là, tu vois même. Et moi, la lecture, c'est important parce que, je ne sais pas si tu as suivi Game of Thrones. Ouais. Dans Game of Thrones, il y a un gars qui, il ne peut jamais se battre parce qu'il est trop gros. Oui. Et il est faible. Et il ne peut pas courir, mais tout le monde le protégeait. Ouais. Parce que le gars, il a passé tout son temps à lire des livres sur l'histoire des gens et tout. Donc quand ils vont à la guerre, quand ils se retrouvent encerclés comme ça, on veut les tuer, c'est lui qui trouve toujours la stratégie. Et il dit non, qu'il avait... Et genre, il dit, prenez
les gars, ils tirent les flèches là, ça ne marche jamais. Ils leur disent non, prenez la glace, ajoutez telle potion et lancez-leur et ça va les détruire. Surtout avec le truc des marcheurs blancs. Des marcheurs blancs, ouais. Quand on leur lançait ça, on peut lancer toutes les lances, ça ne marchait pas. Ouais, Même ouais. le feu ne les tuait pas. Mais ils ont ajouté quelque chose au feu. Et après, les gars, tu vois, les soldats là, on leur dit mais tu as appris tes trucs là où Il dit je l'ai lu dans un livre. Donc, il faut lire des livres, ça sauve la vie quoi. C'est pas seulement des livres sur le business qu'il faut lire. Non, tout. Il faut lire des livres. En tout cas, tant que ça t'intéresse, tu le lis quoi. Tu vois. Effectivement, moi j'ai beaucoup lu quand j'étais à l'internat. Et aussi, je lis beaucoup d'autres choses, pas forcément business, tu vois, beaucoup. Surtout les trucs sur l'histoire, j'ai beaucoup lu sur l'histoire du Japon, l'histoire de la Chine, des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, ça te donne une certaine culture générale qui fait que lorsque tu parles, tu fais des connexions rapidement. Tu arrives à faire des connexions. Et c'est ça qui est aussi intéressant avec la lecture, c'est qu'en lisant de tout, tu vois, on arrive finalement à voir des relations entre des sujets où d'autres personnes ne verront pas forcément ces relations-là. Ils ne verront pas ces relations. Par exemple, tu vas lire un livre sur la cuisine, sur la psychologie et sur les mathématiques. Il n'y a aucune relation apparente. Mais toi, dans tes raisonnements, tu pourras trouver des exemples, des liens en fait pour lier ces trucs-là. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et même ça peut être tous les types de livres, hein. Même les livres moi, j'ai beaucoup lu par exemple les mangas japonais. Tu vois, tout ce qui va être les Naruto et consorts. Et surtout, il y a des mangas qui sont un peu plus sérieux, qu'on appelle les seinen, une catégorie, tu vois, où c'est beaucoup plus des trucs pour adultes, plus sérieux, qui abordent des thèmes vraiment intéressants, Et ça te permet de voir les choses d'une autre manière, en fait. Tu vois. Et souvent, quand moi je commence à parler avec des amis, je leur parle de l'histoire du Japon, ils disent mais t'as appris ça où? Tu vois, je dis bon, déjà il y a Wikipédia et il y a tous les mangas japonais qui te racontent l'histoire de tel truc, tu vois, où tu connais très bien le pays alors que tu n'as jamais mis les pieds là-bas. Tu vois, donc ça aussi, extrêmement important, lisez beaucoup et lisez de tout. Moi, ce que j'évite beaucoup aujourd'hui, c'est le développement personnel, tu vois. Parce qu'à un moment donné, tu as fait le tour. Quand tu lis trop, tu as fait le tour et tu sais déjà ce qu'il faut faire. Donc, va lire autre chose. De la psychologie, par exemple, comment comprendre les gens, détecter les comportements, comment vendre, apprendre à vendre, apprendre à parler, apprendre à convaincre, à persuader. Il y a pas mal de compétences. Et je pense que l'une des compétences les plus importantes, c'est ça, c'est apprendre à lire. Tu vois. Et surtout, l'apprendre à nos enfants. Oui, il faut lire. Moi, il y a un objectif que je suis en train de faire, c'est mes enfants doivent lire à partir de moins de 3 ans, au moins un livre par semaine. Tu vois. Au moins un livre par semaine. C'est énorme, tu vois. Ça aide. Et les gens les plus intelligents que j'ai rencontrés en France, quand j'étais en école d'ingé, c'est des mecs qui lisaient énormément. Et lisaient de tout. Tu vois, en fait, c'est des gars qui... Ils lisent pour lire, quoi. Ils lisent pour lire et surtout, ils ont des... Bon, l'une des choses qui me fascinait en école d'ingé, c'était le niveau de compréhension de certaines personnes. Et tu te dis, mais comment tu as pensé à ça? Et il ne peut pas te l'expliquer. C'est que des données qu'il a accumulées. Exactement. Qui font que lui, il va... J'ai jamais un ami, par exemple, quand il fait un programme informatique, il pense à tous les cas de figure. Et parfois, tu te dis, mais comment tu as pensé à ce cas de figure? Comment tu as pensé à cette erreur-là? Tu vois? Et c'est parce que c'est des gens qui lisent énormément et finalement, eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils se disent, oui, bah, c'est logique, c'est normal, c'est comme ça. Tu vois? Alors que ce n'est pas forcément ça. En tout cas, vraiment, côté business, là, tu t'es lancé dans le business en ligne, etc. Dans le business en ligne, donc c'est comme ça, j'ai créé l'agent digital. Et, bon, le reste de l'histoire, les gens les gens la connaissent sur YouTube. En ligne et tout, LinkedIn et tout, après Nigos. Donc voilà, c'est un peu ça. Tu vois. Et moi, pour ma part, rapidement, parce que finalement, je n'ai plus beaucoup parlé de moi, mais je vais le résumer. À la fin, parce que le tien est beaucoup plus passionnant. C'est passionnant parce que c'est quand même les trucs de la vraie vie. Je pense que les gens vont se reconnaître beaucoup dedans, tu vois. Moi, personnellement, j'ai testé pas mal de business. Ça va être je peux parler de marketing d'affiliation. Après, j'ai suivi la formation d'Olivier Roland sur le blogging. Il faut créer un blog et tout. Donc, j'ai fait un blog aussi où j'ai rédigé des dizaines d'articles sur comment devenir entrepreneur parce que l'idée, c'était de faire un blog. Après, d'avoir une liste email, contacter tes clients pour proposer une formation. Tu vois, c'était un peu l'idée classique. Et ça n'a pas marché. J'ai abandonné, j'ai envie de dire. Après, je suis allé dans le trading. Après, le trading, j'ai fait aussi Là, j'ai commencé un peu parce qu'à un temps, je suis parti en Chine et j'ai commencé à acheter des téléphones sur AliExpress et je le revendais en Afrique. Tu vois, j'envoyais ça à mes amis en Afrique et ils le revendaient et tout, etc. Et j'avais un groupe AliExpress qui avait plus de 2000 membres, enfin un groupe Facebook où je parlais des trucs là, des bons plans AliExpress. Et on avait plus de 2000 abonnés sur le groupe.
où je partageais des liens, je gagne de l'argent en affiliation. Et donc voilà, j'ai testé tous ces trucs-là jusqu'en 2017, 2016 où je découvre le dropshipping et je me lance dans le dropshipping. Et je me dis, bon, vas-y, je ne vais plus lâcher, je vais continuer. Parce que tous ces business-là que j'ai testé quelque part, j'abandonnais aussi quand même. Parce que je connais des gens aujourd'hui, ils ont tous réussi. Parce que bon, tu te lances dans un business, tu as un groupe Facebook, tu as acheté une formation. Et je repars dans ces groupes et je vois des gars qui partagent des résultats, qui ont commencé au même moment que moi. Tu vois, en temps, moi, j'ai abandonné, tu vois. Donc, je pense que tout marche. Il faut prendre quelque chose qui correspond à sa personnalité, à sa vision, à ce qu'on a envie de faire et aller sur ça à fond. Et surtout, si vous découvrez ce podcast, sachez qu'on a fait pas mal de choses quand même. Moi, depuis 2014, tu vois, et j'ai eu le succès en 2019. C'est vraiment en 2019 que j'ai commencé vraiment à gagner de l'argent, à dire, OK, je fais maintenant mon salaire. Tu vois. Donc, ça m'a pris 5 ans, limite. Bon, les gens vont me découvrir en 2023, ils vont penser que bon, le gars, il a été chanceux. Oui. Tu vois, ah ouais, tu vois. Et j'ai pas grillé les étapes. Et actuellement, encore, on veut encore aller beaucoup plus loin, etc. Donc voilà un peu pour ce podcast, hein, les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi. Si vous avez suivi jusqu'à ce niveau, mettez tout dans les commentaires. Si vous avez des choses à dire aussi, abonnez-vous au podcast et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao, ciao.